Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, votre émission va essentiellement parler d'un sujet dont l'actualité est au cœur de tous les débats, notamment du côté de la France. Il s'agit des questions, des questions environnementales, bien sûr, et des questions écologiques. Du 30 novembre au 11 décembre, donc, les pays du monde entier, dont près d'une centaine, plus d'une centaine, 147 chefs d'État se réunissent à Paris pour faire face au dérèglement climatique. De toutes les régions du monde, le continent noir est certainement le plus affecté par le réchauffement de la planète et pourtant, il en est le dernier responsable. Un chiffre pour l'exemple, le continent où 2 tiers de la population n'ont pas accès à l'énergie est responsable de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc c'est autour de COP21, la conférence internationale sur le climat qui se déroule en ce moment à Paris, qu'on va axer le débat de ce soir pour en comprendre certainement les enjeux. D'abord les enjeux pour le Cameroun, mais aussi les enjeux pour l'Afrique. C'est d'ailleurs l'unique thème de ce soir, COP21. Quel enjeu pour le Cameroun et l'Afrique? Et pour évoquer la question, 3 invités. D'abord, Didier Yimkwa, un politique, mais ce soir, il va certainement évoluer sous sa casquette de militant écologiste, parce qu'effectivement, il s'y connaît. Bonsoir, Didier. Bonsoir, M. Dipita. Merci de m'avoir invité en ce plateau pour une deuxième fois. C'est nous qui sommes honorés. Juste à côté de vous, le docteur Robert Biaké, il est spécialiste en physique moléculaire. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Dipita. Bonsoir, chers téléspectateurs. Un mot sur cette spécialité pas tout à fait courante. Oui, c'est effectivement quand on dit gaz à effet de serre, les gaz, ce sont les molécules. OK. Et pour comprendre d'où vient le réchauffement climatique, il faut bien comprendre toute la structure de la molécule. Donc, c'est même le cœur même du changement climatique, oui. On va certainement profiter de votre expertise. Et enfin, le dernier panéliste de ce soir, homme politique certes, mais également très ancré dans les questions écologiques, parce que d'ailleurs, l'idéologie politique de son parti tourne autour de l'écologie. Il est président du mouvement des écologistes camerounais. Fris Piengor est dans ce studio. Bonsoir, président. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est un sujet assez important et je pense qu'on essaiera de faire comprendre aux Camerounais les enjeux de ce sommet, de cette conférence, et surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, concernant le Cameroun et l'Afrique. Voilà, je suggère donc, juste après la transition, qu'on revienne pour dérouler le débat de ce soir. Alors, je commence peut-être par vous, hein, docteur. D'abord, quel est l'état des lieux que l'on peut faire? Peut-être, commençons par le Cameroun avant de parler de l'Afrique, en termes de réchauffement climatique, en termes de pertinence autour de ce sujet, en termes de destruction peut-être de l'environnement. C'est une question embarrassante parce que quand j'entends tout le monde dire 4% de l'Afrique, le pays pauvre, je demande qui a mesuré. C'est la première question à laquelle on vous dit que vous avez 4%, vous acceptez que vous avez 4%. Je prends un exemple simple. Les Chinois, avant, on disait que c'est les États-Unis. Subitement, à Bali, on se rend compte qu'ils dépassent les États-Unis. Il n'y a pas 3 mois, il n'y a pas 3 semaines. On s'est rendu compte que les chiffres que les Chinois donnaient étaient faux. Ça veut dire que l'Afrique, et particulièrement les pays africains au sud du Sahara, n'ont aucune donnée fiable. En Europe, par exemple, vous avez leur modèle climatique qu'on appelle le Dimeter. C'est un conglomérat de 19 modèles. C'est que chaque pays a son modèle qui simule le comportement de l'atmosphère. Quand on dit atmosphère, avec tous les paramètres. Quand ils mettent ça ensemble, ils peuvent faire une prévision de ce qui se passe en Europe. Okay. Les États-Unis ont leur modèle. Ils font leurs mesures. Et dans les modèles, il faut mettre les données de terrain, c'est-à-dire qu'on a mesuré. Si j'avais malheureusement la carte, je vais vous dire que toute l'Europe est inondée en mer, en l'air. Les avions même partent souvent avec des sondes pour mesurer. Donc ils ont des données qui leur permettent d'établir exactement leur procédure avec une marge d'erreur. Mais je pose toujours la question, d'où sort-il que l'Afrique a 4? C'est repris en cœur. Je dis, bon, moi je suis mal à l'aise parce que en tant que chercheur, ce que j'aime dire, ça gêne parfois, il y a une démarche qui est
incontournable. Un modèle est spécifique à chaque zone. Je prends le cas simple de Douala. À Douala, vous avez 3 phénomènes atmosphériques. Vous avez l'océan. Vous avez le mont Cameroun. L'unité de distance, c'est à peu près 300 km. Donc, vous voyez bien que le mont Cameroun, c'est 70 km, donc c'est totalement... Vous avez la forêt dense. Voilà 3 phénomènes atmosphériques qui font que le climat de Douala n'est pas stable. Quand vous ne pouvez pas trouver des données sur Douala, donc c'est difficile de faire une prévision sur Douala, ce qui est possible. Je prends juste un exemple pour ces exemples pour dire que, comme nous ne disposons pas des données, comme nous n'avons pas des appareils qui mesurent, nous acceptons ce qu'on nous dit. Et c'est repris encore par les politiciens, c'est repris encore par les ONG. Et où sont les chercheurs pour se plaindre? Parce que tant que vous n'avez pas les données, quand on dit un modèle climatique, vous mettez les données que vous avez mesurées sur le terrain. Tant que vous n'avez pas Alors, ces données... conscient de ces j'ai failli dire, imperfections, de ce manque de données, est-ce que vous, en tant que chercheur, vous n'auriez pas une idée, une évaluation, je veux dire même par tâtonnement, est-ce qu'on ne peut pas avoir à côté de... Il y a une démarche scientifique établie. Vous observez d'abord un phénomène. Le phénomène, je dis souvent, il n'y a pas de benzekin à Paris, nulle part en Europe, très peu. 70% de nos voitures sont de seconde main. Nous avons des cuisinières de beignets partout. Voilà nos sources de pollution qui produisent ce gaz. Mais comme ces données ne sont pas intégrées dans les systèmes européens, dans les modèles européens, on ne voit pas ce que vous faites. Ça, c'est déjà la première donnée. Donc, la première chose, moi, j'ai fait une estimation. Rien qu'à Douala, vous avez 120 000 benzekin. Faites un calcul de gaz qui est projeté, vous verrez que c'est l'équivalent peut-être de 10 usines. Nous avons notre parc automobile qui est à 70% à plus de 10, c'est pas moi qui le dis. Vous avez vu ce qui sort derrière les voitures. Vous allez là où on fait ce qu'on appelle couramment le soya, là où on fait les beignets. À Douala, j'ai estimé à peu près à 30 à 40 000 foyers de charbon. Voilà nos usines qui produisent. Mais comme ça n'est pas pris en compte dans la modélisation, on vous dit, bon, comme on ne connaît pas pour vous, vous aurez tant. Et là encore, excusez-moi, je risque d'être très long, parce qu'il faut être parlé assez simple. Ce qui est mesuré aujourd'hui, ce n'est pas ce qui a été émis aujourd'hui. C'est ça le drame dans cette histoire. C'est ce qu'on dit. Les gaz à effet de serre qui agissent aujourd'hui, ce qu'on appelle le CO2, ce sont des gaz qui ont été émis depuis la période industrielle. C'est-à-dire que quand il y a eu la révolution industrielle, on a commencé à émettre ces gaz. Ces gaz ont un certain parcours dans l'atmosphère. Ce n'est pas du jour au lendemain. L'unité de temps d'une réaction chimique atmosphérique, c'est 15 ans, 15 à 30 ans. Ça veut dire qu'on l'a émis en période pré-industrielle. Ça a évolué, c'est devenu le CO2 qui se manifeste aujourd'hui. C'est pourquoi ils sont responsables. Ça, je leur dis pas. Mais il est hors de question de penser que nous, on n'en émet pas. Vous voulez nous faire croire qu'il est trop tard déjà? Il n'est pas trop tard. Et c'est là où les enjeux, l'Afrique aurait dû poser des enjeux sérieux quand on va. Il est question de doter de l'Afrique des moyens de mesure pour vérifier les données. C'est que ça, je vous prends encore un exemple. Dans les années 52, l'Orstom avait 353 stations, postes de mesure météorologique au Cameroun. Rien qu'au Cameroun, il y avait 353. À Douala seulement, à cause de son microclimat, il y avait 10 postes de mesure météo. À Douala, actuellement, il y a à peine 4 qui fonctionnent au Cameroun. Vous allez modéliser. Nous n'avons pas les moyens, il faut le reconnaître. C'est le lieu de dire, donnez-nous des stations de météorologie pour que nous puissions vous donner des valeurs scientifiquement irréfutables. Et à partir de cet instant, nous pourrons changer de pied de bataille. Nous polluons, nous participons. Acceptons cela et on pourra aller à la bataille. Quand vous dites que vous polluez... Parce que c'est un expert. Moi, je ne suis qu'un politicien et je vois mes choses terre à terre. J'ai parlé de, comment dirais-je, c'est-à-dire de l'urbanisation lors des dernières élections. Absolument. De l'urbanisation d'abord. Je rappelle que vous étiez candidat. Oui, le problème de l'habitat se pose, tel qu'il le dit. Le problème de benzekin se pose. Chaque fois qu'on pose ce problème, ce fléau,
qui abrutit complètement notre jeunesse. On vous taxe de tribalistes, etc. Ce qu'il est en train de dire, ce que le professeur est en train de dire est exact. Les mesures, où sont-elles? Parce que normalement, quand on pollue aujourd'hui, ça ne va pas se manifester à l'immédiat. Ça va se manifester à long terme. Ça aura des effets à long terme et des effets dévastateurs. La preuve, quand on parle de la ville de Douala, on a vu qu'on implante nos usines n'importe où. L'usine de Dangote qu'on vient d'implanter au beau milieu de la ville va commencer à polluer. Les gens vont commencer à devenir malades. Et il y aura des maladies respiratoires, il y aura l'asthme, etc., etc. Ce n'est pas à l'immédiat. Ce sont des effets à long terme. Donc ce qu'il est en train de dire en tant qu'expert est juste. Pour moi, franchement, il y a des gros enjeux qui se jouent en Europe. Les Blancs aujourd'hui nous prennent, je ne dis pas ils nous prennent pour des cons, mais ils sont plus réalistes que nous. Parce qu'ils voient que d'ici quelques années, si on n'arrête pas de produire les effets de serre, aujourd'hui, qui dégagent beaucoup de conséquences, d'ici quelques années, la montée des eaux, la montée des océans, et le réchauffement, comme on voit à Douala aujourd'hui, on est à plus de 45 degrés à l'ombre. Et aujourd'hui, il a parlé du climat tout à l'heure. On n'a plus un climat qu'on savait que... Oh, non, le climat n'est plus stable. Le mois d'octobre 2015 a été déclaré comme l'un des plus... Il pleut jusqu'en décembre, jusqu'en novembre. L'un des plus Avant, on savait... chauds. Oui, on savait qu'il va pleuvoir en juillet jusqu'en août. Mais aujourd'hui, on ne maîtrise plus rien du tout. Bon, nous sommes... quand on parle des conséquences du climat, nous acceptons un déboisement tous les jours. Les Chinois, les Japonais, ils viennent couper les arbres ici, nos essences et les meilleurs, sans même en faire une politique de reboisement. Si nous allons dans nos villes aujourd'hui, je prends seulement le cas de Bepanda, excusez-moi, il n'y a même pas un seul arbre là-bas. Tout est coupé. Vous allez voir seulement les arbres à Bonanjo. Et vous savez pourquoi il y a les arbres à Bonanjo? Parce que les Blancs y habitent. Les Blancs y ont habité et ils savent pourquoi. Donc c'est autant de choses que nous-mêmes, quand on parle de notre problématique aujourd'hui, le réchauffement au Cameroun en particulier et en Afrique, nous on a le bassin du Congo qui devrait vraiment nous abriter, nous sauver c'est ça qui produit le carbone, l'oxygène que nous respirons. Si on se met à couper tout ça, c'est pour ça que les Brésiliens aujourd'hui refusent qu'on continue le déboisement de l'Amazonie. Il faut aussi que nous-mêmes, nous commencions à comprendre nos responsables politiques. Mais on veut tout avoir au même moment. Je déplore, nous avons un grand parti comme le RDPC aujourd'hui. S'il y a un problème de l'environnement, ils doivent quand même choisir quelques personnes, même dans comment on appelle ça? La délégation. La délégation, il faut des experts qui ne sont même pas du RDPC. Il faut la société civile qui n'est pas du RDPC. Ils ne le font pas. Ils veulent faire tout et on ne fait rien du tout. Voilà autant de problèmes que nous avons aujourd'hui. Je pense qu'après cette conférence, beaucoup de gens seront conscients qu'il faut d'abord commencer par protéger soi-même. Il a parlé de feux de brousse, il a parlé des pollutions un peu partout. On ne se rend même pas compte. Il y a les feux de bois, on détruit nous-mêmes tout. C'est comme ça qu'aujourd'hui, notre pétrole, etc., nous avons la nappe phréatique qui est complètement endommagée, attaquée. Mais les gens ne se rendent pas compte. C'est à cause de ça que nous avons des maladies comme la bilharziose, etc., etc. Quand j'ai parlé de la jacinthe d'eau, personne n'a voulu comprendre. Il y avait un délégué, je ne veux pas parler de son nom ici, il a donné de l'argent à son ami pour essayer d'enlever la jacinthe d'eau. Elle est toujours revenue. Ça a complètement bouché nos rivières. Aujourd'hui, on a attaqué même la mangrove, qui peut produire autant de poissons. Allez à Bonanjo là-bas. Vous allez... mais je vous dis, il y a autant de choses, c'est catastrophique. Donc il faudrait que le gouvernement commence à faire des conférences nous-mêmes à l'intérieur du pays pour essayer d'éradiquer certains fléaux.
et même introduire ces bases dans notre éducation de tous les jours. Didier, y a-t-il besoin dans la demeure, l'état des lieux? Moi, je pense qu'il faut que nous rentrions dans ce qui nous rassemble ici, la conférence de partis 21. Le changement climatique, quand je suis mes prédécesseurs, le changement climatique est un processus très complexe où se mêlent des problématiques économiques, géopolitiques, sociales et tout ce qu'on veut. Je pense que si je prends pour référent le discours du chef de l'État, lorsqu'il dit que le Cameroun s'engage à diminuer de 32% ses émissions de gaz à effet en prenant comme la date de référent, le scénario de référent 2010, j'ai pu avoir le document. C'est vrai que je n'ai pas lu tout le document, mais j'ai pu retenir ce qui est important. En 2035, le Cameroun produira 104 millions de tonnes de CO2 équivalent. C'est pour rappeler au docteur qu'il y a quand même des calculs. Et par rapport à l'année 2010, où nous étions à 39 millions de tonnes de CO2 équivalent. Donc il y aura une hausse de 166%. C'est sur cette base-là que le chef d'État tient son discours et fait des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Cameroun. Et par rapport à cet engagement, parce que moi j'ai suivi quelques de vos confrères, dit que le président a eu juste un bout de 30 minutes pour tenir un discours. Moi j'ai dit que nous sommes dans un pays où le silence présidentiel a fait l'objet. C'était le temps du président. Hein. Oui, 3 minutes. Moi, j'ai dit que l'essentiel, c'était de dire que nous engageons à réduire 30%. 30%. Et je disais que nous sommes dans un pays où le silence du président de la République a fait l'objet d'une thèse de doctorat. C'est pour dire que les 3 minutes là étaient assez suffisants. Pour dire quoi? Pour dire que c'est vrai que nous ne polluons pas. Si je prends l'Afrique, il y a 4% des émissions globales de gaz à effet de serre, mais il n'en demeure pas moins. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Biake qu'il n'y a pas de calculs, mais voilà les calculs qui ont été peut-être faits par des experts. Pas fiable. Bon, non, je ne peux pas dire ça. C'est ce qui semble... Oui, non, lui, il est dans son champ, mais moi, je prends ce que j'ai lu, parce que j'ai eu le document d'engagement du Cameroun pour Bourget, pour dire que quand on prend le cas local, parce qu'il ne faut surtout pas de la pollution locale, c'est vrai, on n'a pas de chiffres, mais il n'en demeure pas moins qu'il existe des sources d'émissions de gaz à effet de serre. On les a citées. Vous avez par exemple oublié, Président, les déchets organiques. Nous savons très bien que le Cameroun produit en moins 6 millions de tonnes de déchets par an, avec 10% de déchets plastiques. Ça fait 600 000 tonnes de déchets plastiques. Or, tout ce qu'il y a comme déchets organiques, lorsqu'il se décompose, il libère le méthane, qui est un gaz à effet de serre 20 fois radiatif que le CO2. En dehors de ça, vous avez cité par exemple les motos et les voitures qui avaient leur gaz d'échappement, le monoxyde de soufre et le monoxyde d'azote. Voilà autant de choses. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas, puisque j'entends les gens dire que s'alarmer. L'Afrique a déjà trop pleuré, nous avons beaucoup pleuré, on a pleurniché même pendant l'esclavage, on a pleuré pendant les guerres d'indépendance. Il faudrait que l'Afrique puisse présenter ses potentialités. Et quelles sont ces potentiels? L'Afrique aujourd'hui a le plus grand potentiel des ressources d'énergie renouvelables. L'Afrique, là, nous avons la géothermie, nous avons la biomasse, nous avons l'hydroélectricité, nous avons ces choses-là que nous pouvons vendre. Pas dire que nous, on veut de l'argent. Vous voulez de l'argent? Qui va vous donner cet argent? Nous sommes dans le business. Et encore, moi j'ai eu la chance de lire Achim Bembe, sorti de la GAN, un essai politique sur l'Afrique d'économie. Dans ce bouquin, il démontre que l'Afrique est un continent de circulation. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez un monsieur comme Dangote, qui vient installer une cimenterie de 100 milliards de dollars, vous prenez monsieur Bolloré, qui vient d'installer une chaîne de production de boissons gazeuses de 10 milliards, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas étrangers à tout ce qui peut arriver à l'Afrique. Mais le véritable problème, c'est nous-mêmes. Je vous rappelle, monsieur le président Fils-Ngor, quand M. Dangote invite le Premier ministre inaugurer sa cimenterie, et qu'après un jour, ou bien 12 heures de pluie, toute la zone est inondée. Évidemment que pour ce cas, des études ont été faites qui ont certainement certifié que
les conditions de respect de l'environnement. Bien sûr, à l'époque, moi, je me suis opposé. Moi, je lui ai dit que le problème n'est pas d'installer l'industrie. Le problème, c'est de savoir si les impacts sont identifiés. Quand les impacts sont identifiés, quand ils sont maîtrisables, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai été là-bas pendant la saison sèche. Et moi, j'ai vu quelque chose de pas très bien. Il y a eu le mouvement des camions, j'ai vu la poussière. Là, j'ai dit que là, d'un côté, il ne respecte pas son plan de gestion environnementale. Oui, oui, c'est pour dire que le véritable problème, il faut que les Africains identifient leurs propres faiblesses. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, nous délivrons plus les droits de coupe de bois, nous délivrons des agréments, nous ne pensons pas à transformer ce bois, mais ce n'est pas les Européens qui viendront faire ça à notre place. Il faut avoir le courage d'identifier ses propres faiblesses. Il ne faut pas rester là à attendre qu'on va aller prendre de l'argent ailleurs. En 1997, lorsque le protocole de Kyoto, qui était un accord qui devait encadrer les émissions de gaz à effet de serre, a été approuvé par plus de 55 pays. Avec des conditions contraignantes. Avec des conditions contraignantes. Qui n'ont pas été respectées. Oui, qui n'ont pas été respectées. Mais il y a eu un mécanisme de flexibilité. Donc, vous vous rappelez des MDP, qui était un fonds de financement pour les pays en voie de développement qui devaient recevoir les financements des pays riches, des puissances riches qui étaient soumis à un quota d'émissions. Mais ces pays devaient venir financer chez nous. Il fallait que les Camerounais ou bien les Africains puissent élaborer des projets capables de capter ces flux-là. Mais on ne l'a pas fait. La Chine et l'Inde, qui à l'époque n'étaient pas soumis au quota d'émissions, ont profité largement de ces financements-là. Mais l'Afrique en a profité à peu près 3%. Vous êtes d'accord avec moi, docteur? À peu près 3%. Mais nous avons la chance qu'une société, pour ne pas faire sa publicité, Isacam, a profité de ce flux financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, après l'accord contraignant, il y a ce genre de fonds, et que nous nous comportons de la même manière qu'on s'est comporté par rapport au protocole de Kyoto, par rapport au MDP, on n'aura rien. Donc il faut que nous travaillions au lieu de jeter l'opprobre sur les autres. Alors, docteur, est-ce qu'on peut identifier les zones africaines les plus susceptibles d'être atteintes, d'être touchées par ces conséquences? Oui, vous savez que ça commence par les zones désertiques. C'est que la température, vous savez que si ça varie, en Europe, ils vont bénéficier pendant un certain temps du changement climatique, ça il faut leur dire. Comment ça? La durée... la fonte des... oui, mais la durée de la période de neige va diminuer. Le temps sera beaucoup plus clément, l'agriculture va augmenter là. Donc ça aussi, c'est une information. Mais par contre, puisque la température va varier, nous allons passer à des villes qui vont atteindre les 45 degrés, à 50 degrés. Toute la zone sahélienne sera mortifère. Bon, c'est terrible ce qui va arriver en Afrique. Bon, moi, je ne voudrais pas vous dire dessus. Si vous permettez, je voudrais vraiment apprécier et attirer l'attention sur ce que le président a dit, l'urbanisme, l'urbanisation. C'est capital parce que dans les phénomènes de refroidissement de l'air, quand on parle de réchauffement, quand on dit qu'une ville est urbaine, on crée de ce qu'on appelle les courants, des couloirs de mouvement d'air. C'est-à-dire que pour que l'air ne stagne pas, parce que quand la température augmente, c'est parce que... Et moi, j'ai des petits schémas simples, parce que vous savez, bon, enseignant, il faut tout vous montrer, illustrer par des... Vous allez à l'université de Douala, vous avez ce qu'on appelle le forum. Il n'y a aucun ventilateur, c'est éclairé. Pourquoi vous voyez des ouvertures, vous croyez que c'est au hasard? C'est mis pour que de l'air circule. Vous comprenez? Et la température est assez acceptable. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple que je voudrais prendre, il a parlé de l'urbanisation. Donc, pour l'urbanisation, ça veut dire que dans nos villes aujourd'hui, il faudra tenir compte de cette importance de permettre à l'air de circuler. Vous prenez, à Bonamou, ça dit on a construit des cités. Où, au départ, il y avait des couloirs d'air. Les gens ont mis des murs. Ce qui fait que la température locale augmente. Il faut aller les casser. Si en fait, il faut respecter l'environnement. Un autre exemple simple, il a parlé de Bonapriso. Ça m'a beaucoup plu parce que quand il dit les Européens, je dis les Européens depuis, parce qu'ils sont là depuis dans les années 1880 à Bonapriso. Quand ils sont venus, ils se sont rendus compte que les zones comme celle de Douala, les rayons étaient très chauds. Ils ont mis des arbres. Nous entrons dans la politique des arbres. Mais j'ai de la peine quand j'entends parler de ça. Parce qu'un arbre qui est cultivé, qui est planté en ville, c'est d'abord un arbre citadin. Ensuite, c'est un arbre qui doit être écologique, c'est-à-dire que ça doit remplir certains critères.
Quand vous allez à Bonaprison, regardez le type d'arbre, je ne parle pas de l'arbre, regardez le type d'arbre. Vous allez dans les églises catholiques construites à l'époque, regardez le type d'arbre. Vous allez dans les préfectures ou les sous-préfectures héritées de la colonisation, regardez le type d'arbre. Tous ces arbres ont un grand canopé avec grande envergure. Pourquoi? Parce que les feuilles absorbent le rayonnement pour réaliser ce que nous appelons tous en première D, la photosynthèse. Quand vous venez nous mettre, en tant que vous faites l'urbanisation à Douala, vous nous mettez les ligneuse qui est à Bali. C'est triste. L'arbre entre dans l'architecture de la ville. On met un arbre, il grandit, il se tord, alors qu'on doit suivre la croissance de l'arbre. Donc ça veut dire qu'il y a un comportement écologique qu'on doit apprendre à voir en Afrique, au Cameroun. C'est-à-dire que le citoyen, la première étape, si ça ne dépendait que moi, c'est amener les citoyens à avoir un comportement écologique. Avant d'aller demander, est-ce que je pense jeter mes ordures à un endroit précis? Est-ce que je pense planter un arbre qui... Il y a ce comportement écologique qu'il faut. Donc, il faut sensibiliser et éduquer les populations sur la notion du changement climatique. Ce n'est pas le mot changement climatique, c'est le comportement environnemental qui est important dans la bataille du changement climatique local. Parce que vous savez, avant qu'il y ait un grand changement climatique, il y a d'abord un petit climat local qu'il faut d'abord assurer. Et ça, déjà, il faut que les populations puissent être conscientes de cela. Ensuite, on pourra faire un autre pas. Donc, pour moi, la question que vous avez posée est assez embarrassante parce que c'est difficile parce que... À présent, le docteur semble donc remettre en cause nos politiques écologiques, nos politiques de protection de l'environnement. Je ne sais pas encore. J'ai dit... J'ai fait un ajout. Non, j'ai dit qu'il faut un ajout. Je dis qu'il faut une éducation écologique. Mais je l'ai dit. Oui. Je dis qu'il faut absolument aujourd'hui introduire dans notre système éducatif la notion écologique dès le bas âge. Comme le docteur vient de le dire, il faut qu'on apprenne aux enfants de ne pas jeter les choses n'importe où. On fait le commerce aujourd'hui partout, sur tous les trottoirs. Et dès qu'on finit de faire ce commerce, on laisse tout. Il y a des choses qui sont, je vais vous le dire, si j'avais une parcelle de pouvoir, j'interdirais d'abord tout ce que c'est que la brocante, la friperie, parce que c'est ça qui anéantit aussi notre environnement. Ça pollue notre environnement et ça ne fait pas émerger notre matière première en matière de production, disons, de l'évolution dans notre industrie. On vend de tout et partout. Et nous avons des ministres qui doivent regarder, qui doivent sillonner les villes pour dire « halte ». On ne doit pas continuer comme ça, comme on a dit la fois dernière qu'on ne doit plus produire les plastiques, les emballages plastiques. Mais aujourd'hui, regardez partout, sur toutes nos routes, ce qui se passe. C'est d'abord ça, c'est ce que je reviens à lui, parce que normalement, il y a une éducation au départ. Les inondations, on les a aujourd'hui, pourquoi? Moindre pluie, tout est inondé. C'est comme s'il n'y avait pas un plan directeur concernant l'urbanisme dans nos villes. Tout récemment, la communauté urbaine a présenté un plan d'occupation des sols et plan directeur à l'horizon 2025. Mais tout ça, c'est utopique. Commençons par faire nos plans quinquennaux en disant que, bon, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on va faire ceci. Tout ce qui est déchets, comment on appelle ça? Biodégradable. Non, tout ce qui est déchets des hôpitaux. Mais imagine-toi, on jette ça partout. C'est ça, autant de choses. Pour un homme politique, je suis surpris parce que ça devait faire l'objet de votre programme politique. Moi, je pense que dit cela sur un plateau, vous pensez que non, si dit vous cela pensez, sur un plateau non, comme si, celui-ci, c'est comme si il n'y avait pas un gouvernement. Je vais vous dire. Non, c'est pas ça. Il y a. Ne défend pas le gouvernement. Non. Je suis militant. Soyons honnêtes. Président, honnête. je suis militant. Je ne suis pas contre le gouvernement. Il ne m'a pas invité ici comme homme politique. Soyons honnêtes. Je parle de ce que c'est un fait. Non, soyons honnêtes. Quand vous parlez des plastiques. Oui.
quand vous parlez des plastiques... J'ai félicité parce qu'on a des... De moins de 60 interdit. microns d'épaisseur. Ouais. Moi, j'ai fait les 5 régions agroécologiques du Cameroun. Les 5. Je peux vous dire, il n'y a peut-être que Douala qui est rebelle. Et pourquoi Douala qui est rebelle? Et j'ai eu la chance de lire un document d'anthropologie sur la relation entre les déchets et l'homme. Il se pose un problème relationnel entre la culture et les déchets. Et dans ce document, l'auteur, que je ne voudrais pas le citer ici, dans ce même document, cet auteur dit qu'à Douala, il y a des villageois, il y a des citadins ruralisés et des villageois urbanisés. Il pose là le problème de comportement. Moi, j'étais à Mbalmayo, par exemple. Et j'ai fait 2 semaines à Mbalmayo. Pas une minute, pas une fois. J'ai vu les plastiques à même le sol, traîner à même le sol. Je suis allé acheter les prunes, les safours devant une dame, chez une dame, originaire de l'Ouest, mais qui vit à Mbalmayo. Je lui ai demandé d'emballer mes fruits. Mais oui. Elle m'a carrément dit que non, je ne peux pas, monsieur. Si on me trouve avec un plastique de moins de 105 microns d'épaisseur, je vais payer 25 000 francs. Et en ce moment, il n'y avait pas la police municipale derrière elle. Donc c'est un problème de comportement. Et Douala s'identifie par cette rébellion civique. Il y a un problème de citoyenneté. Ça me rappelle ce que le professeur Gabriel Leb disait, que pour savoir comment les Camerounais vivent, il faut aller dans la rue. Il faut dire ça, le problème civique. En plus, il y a un autre problème qu'il faut soulever, la démographie. Lorsqu'on dit que Douala a 1 500 000 habitants, est-ce que c'est vrai? Et qui le dit? Voilà la question. C'est pas le gouvernement qui le dit. Parce que tout part de là. Mais qui le dit? Les forces motrices. Non, qui le dit? Les forces motrices. Non, ça vous venez commence de vous là. taper vous-même dessus. Je Qui suis le dit? militant école, je ne peux pas. C'est des faits. Non, Ça part qui de là. le dit? Et lorsque vous ne maîtrisez pas votre démographie, vous ne pouvez pas maîtriser les routes, les J'espère que le prochain vous ne pouvez pas recensement, maîtriser on saura les exactement infrastructures d'assainissement, combien nous sommes à les eaux de Douala et ruissellement Alors, et Le consorts. président termine et on reprend le docteur. Vous aviez la parole tout à l'heure. Oui, mais c'est lui qui me parle du gouvernement. Moi, je suis Je ne pas parle pas du gouvernement. Non, laissez le président. Je ne suis pas contre le gouvernement. J'apporte seulement les idées. C'est comme je dis que implanter l'usine de Dangote en plein centre-ville de Douala, c'est l'une des... Non, nous parlons de l'environnement. Je prends un cas. Même si Dangote a démontré qu'on a fait des études, je l'ai dit. Dangote a eu un certificat de conformité Il a eu un certificat de environnementale. conformité pour installer son usine, président. Dangote On a ne un peut pas plan de lui faire gestion ce environnementale. procès. Non, je ne suis pas en train de faire le procès. Je suis en train de dire ce que je pense. Oui. Concernant les problèmes environnementaux. Dans 2 ans, on aura tellement de problèmes à Douala. Même pour circuler, on ne pourra plus circuler. Même pour respirer, on ne pourra plus respirer. Même pour, c'est-à-dire, habiter quelque part. Parce qu'on parlait des inondations à Douala. C'est dû à cause de quoi? C'est justement à cause du non-respect de l'urbanisme. C'est un problème de gouvernance humaine. Oui, mais qui nous gouverne? Il y a des gens qui nous Mais gouvernent. il y a un délégué de la communauté humaine. Je suis allé à Youpé. Il n'y a pas 2 mois, j'ai trouvé qu'on vendait le poisson sur le sol. Les gens viennent de Yaoundé un peu partout dans le Cameroun pour acheter le poisson. Et il y avait les mares d'eau partout. Je dis le poisson. À Youpé, il y avait les déchets, il y avait, excusez-moi le terme, les cacas, comme on dit. Les chiens qui sont morts, les chats et tout ça. Dieu le voulant, il y avait une autre chaîne de télévision qui était de passage, appelons ça Equinox. Et ils m'ont interviewé. Mais j'ai dit qu'on a abandonné ce coin-là. Et ils ont fait un reportage là-dessus, y compris moi-même. On n'a pas fait 2 semaines, on n'a pas fait 1 semaine. On a raclé toute la route là. Il y a aujourd'hui un grand projet japonais, parce que normalement, c'est la volonté politique qu'il faut, et les hommes qu'il faut à leur endroit. Docteur Biaké, vous voulez intervenir aussi. Oui, je voudrais dire quelque chose à propos des mesures que le Cameroun a eu à annoncer, de contraintes qu'il se fixe. Chaque président africain... Déjà, quelles sont ces mesures? Je ne connais pas, je n'ai pas voulu suivre. Chaque président africain est monté à dire que nous, on va faire telle contrainte. Aucun... Non, pas, je ne me fixe pas sur le chef de l'État. Je dis l'Afrique, chaque président africain
Le Béninois a dit que nous, on va. Le Gabonais a dit que nous, on va. Je leur ai dit, c'est comme on dit, on va se faire mordre. Le serpent s'est mordu. La queue, pourquoi? Vous vous avez fixé les contraintes. Je ne sais pas si vous avez lu ce qu'on dit dans ces contraintes. Surtout nous qui demandons de l'argent. Il faut bien, c'est bien beau de dire. Parce que quand moi j'ai fonctionné avec eux, vous allez dire que nous allons respecter ceci. Je vous dis qu'il n'y a pas d'argent en or. Attendez, je termine. Je vais terminer. Je n'ai rien contre. Je dis que c'est là où l'Afrique se fait toujours prendre de tout temps. J'ai rien contre. Vous êtes vous-même monté dire que nous allons respecter ces contraintes. La condition, c'est qu'on va vous donner de l'argent si vous respectez ces contraintes. Nous sommes d'accord. Résultat des courses, vous n'avez pas les moyens de contrôler. C'est eux qui vont dire que vous ne respectez pas, donc on ne peut pas vous donner. Le peu qu'on va vous donner sera sur des contraintes politiques. Je suis désolé de le faire, cette remarque. C'est ça. Bon, je prends un exemple, je l'ai eu quand j'étais encore jeune. Le financement est en aval des contraintes, non? Non, ça veut dire... Vous financez, nous on applique des contraintes. Non, vous dites vous-même que nous allons réduire notre production de gaz à effet de serre de temps. Oui, je suis d'accord. C'est ce qu'il a dit. Moi, quand j'ai commencé à écouter, j'ai dit que je ne suis pas. Parce que personne ne peut me dire comment il a fait pour mesurer. J'insiste, parce que je ne veux pas entrer dans les détails physiques. Okay. Je dis vraiment, j'insiste. Personne ne peut me dire. Si j'avais mon science et vie, j'allais vous montrer la cartographie des centrales de mesure. C'est vide en Afrique. Bon, je ne veux pas... C'est-à-dire que ce que je voudrais faire, l'analyse que je voudrais faire est la suivante. Vous venez, vous dites que nous allons respecter ces contraintes. Or, vous savez que c'est vous qui avez besoin de l'argent. Les gens disent, bon, ok, si vous respectez ces contraintes, on va vous donner de l'argent. Étant quasi certain que vous n'allez pas respecter. Et je dis, pourquoi l'Afrique n'a pas pu accéder au fonds MDP? Pour la simple raison qu'à chaque fois qu'ils allaient au marché carbone, on leur demandait comment vous avez fait pour mesurer. Votre longue littérature n'est pas de la méthodologie scientifique. Vous retournez avec vos documents. Je garde mon argent. Et je le dis malheureusement, par derrière maintenant, il y a des négociations qui condamnent l'Afrique. Je ne veux pas trop rentrer dedans. Ça veut dire que c'est ce manque de rigueur scientifique qui fait que nous passons toujours à côté de la plaque. Ça, c'était la première réponse que je voulais dire par rapport à ça, que c'est toujours très délicat. Ces grandes déclarations que nous allons faire après ça. Et pourquoi je dis le chef de l'État? Je dis que ce n'est pas le chef de l'État. Les gens qui conseillent souvent le chef de l'État, qu'ils sachent qu'ils nous condamnent quand ils n'ont pas d'argument. C'est bien beau de dire de belles choses, faire dire au chef de l'État de belles choses. Et après, nous sommes victimes de ce qui nous fera. Et ils ne sont plus là. Hein. Première chose. Là, si je voudrais revenir sur cette histoire de plastique qui m'amuse un peu. Scientifiquement, on ne vous a jamais dit pourquoi 5 microns. Vous savez que c'est 5 microns. 60. Bah, vraiment, quand on m'a donné, il y a des éléments parfois, je fais même un effort de ne pas retenir. On a dit c'est 25 microns. Cheikh Anta Diop, depuis les années 1950, criait au Sénégal que ces plastiques seront la cause de la désertification. Je dis 1950, commencez. Bon. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne nous justifie pas, on dit 5 microns. Ce qui me plaît à Douala, au lieu d'aller au bout du raisonnement, les autres subtils ont changé ça en business. Ça veut dire que vous allez dans les grands magasins, c'est-à-dire que les hommes riches, excusez-moi le terme, les hommes bien, certaines boulangeries, ils vendent ça. On vend ça. 100 francs. Est-ce que l'État prélève des taxes dessus? Et c'est là où l'État a le droit de fixer des taxes écologiques. C'est-à-dire que vous payez, par exemple, si c'est 25 francs, on retient 5 francs comme taxe écologique à la boutique pour contribuer. C'est-à-dire que quand nous cherchons les sources de financement, nous avons localement. Pour ceux qui sont allés en France, bon, je ne veux pas citer d'autres pays, vous savez qu'à chaque fois que vous achetez dans un magasin en Europe, quel qu'il soit, dès que vous avez un plastique, il y a 1 centime d'euro qui est prélevé à la source pour le fonds écologique. Ici, comme nous sommes très malins, je suis désolé de le dire, on a dit, comme vous dites en Balmayon, bon, c'est le village, hein, les gens ont peur, la police, ils respectent. À Douala, les gens disent, bon, ok, comme c'est comme ça, nous, on va faire. Et moi, j'aime des petits calculs pour vous illustrer. Parce que quand je dis il faut illustrer, moi, je ne donne pas les chiffres. Quand vous prenez une boulangerie qui fait en moyenne 10 000 clients par jour, vous êtes d'accord que si vous faites, il y a des boulangeries qui font 10 000 clients par jour, de 6h à 6h. Absolument. Si c'est 5 francs, ça fait 50 000 francs. Si vous avez 10 boulangeries comme ça dans Douala, ça fait 500 000 par jour. Vous multipliez par 30, ça fait 15 millions. Vous avez suffisamment d'argent pour initier certaines activités écologiques sans aller
sans avoir à aller se plaindre. Aller se plaindre. C'est pourquoi je dis, raisonnons, allons jusqu'au bout de notre formation écologique. Ça ne sert à rien de faire de la... Quand on dit, moi, scientifiquement... Alors aujourd'hui, François Hollande a donc réuni une vingtaine de chefs d'État africains de fonds pour contribuer à mettre en place un certain nombre de projets. La Grande Muraille Verte, le lac Tchad, restauration du lac Tchad, il y a la grande forêt du bassin du Congo. Est-ce qu'on peut être optimiste quand on regarde au moins cet engagement-là, même si ça demande des financements colossaux? La France, par exemple, s'engage à donner 2 milliards d'euros pour soutenir ou alors relancer ces projets-là. Non, c'est 2 milliards d'euros qui s'est sorti ce matin, c'est pour... Entre autres. C'est pour l'énergie, c'est pour l'énergie solaire. Pour l'énergie solaire, c'est pour financer le transfert énergétique africain. Alors, l'ambition de reparler de ces autres sujets, la Grande Muraille, avec l'avancée du Sahel, il y a le bassin du Congo, la Grande Forêt, en Afrique centrale. On peut être optimiste. Si tu me permets, si tu me permets de réagir, d'accord. Dans le document que le chef de l'État défendait à Paris, on a pu identifier quelques axes prioritaires. Parce que c'est ça le rôle d'un chef d'État. Il donne le là et le gouvernement applique. Et avant cela, avant même qu'il ne parte en France, il a nommé un directeur de l'Observatoire du climat au Cameroun, qui s'appelle au nom du docteur Amougou Amaté, l'ancien point focal de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'engagement du Cameroun pour réduire ses émissions, premièrement, il y aura une fixation sur la gestion durable des écosystèmes forestiers. Il y aura des programmes de lutte contre la désertification. Il y en a jusque-là. Le Sahel Vert. Le Sahel Vert est un projet qui a même fait l'objet de publications internationales. Je ne suis pas l'avocat de M. Elépierre, mais c'est des faits qu'on peut vérifier au niveau du site du Centre d'information du développement environnemental à Yaoundé. On peut le vérifier. Maintenant, sur le plan du transport, le Cameroun s'engage à investir dans les projets de transport de bas carbone, le covoiturage. Dedans, le Cameroun dit qu'il va construire les tramways à Douala et à Yaoundé. Et il va mettre à contribution les collectivités locales décentralisées. Comme vous l'avez si bien dit, que l'action doit être d'abord locale pour que l'impact soit global. Parce que c'est en tant que militant écologiste... Vous êtes confiant, vous faites confiance. Écoutez, ça peut se faire, parce qu'il ne faut pas être pessimiste. C'est faisable. Franchement, je suis. Si les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Je ne suis pas pessimiste. Maintenant, sur le plan énergétique, le Cameroun s'engage à réduire 26% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence qui est 2010. C'est faisable. Si et seulement si nous sommes d'accord. Les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Moi, je sais que c'est très difficile. Pourquoi? Parce que ceux-mêmes qui doivent influencer cet accord contraignant, ce ne sont pas les politiques, c'est les puissants exploitants pétroliers. Tout le monde est conscient que la planète est en danger. Okay. Mais ne soyons pas utopiques. Quand on parle de tramway, tout ça, c'est bien beau. Mais depuis, on n'arrive pas à faire une société de transport en commun dans la ville. Vous nous parlez de tramway. Mais soyons sérieux. Il faut rêver, c'est le professeur. Je pose une question. Carte sur table, comme on a dit. Pourquoi on accepte qu'on importe toute la friperie là pour inonder le Cameroun des résidus, des trucs qui c'est-à-dire qui ne nous avancent pas, alors qu'on doit créer des usines? Il y avait une société ici, FAEM, qui faisait le montage des frigos. La société là a disparu. Aujourd'hui, on nous vend de tous les vieux frigos qu'on ramasse en Europe. On laisse que ça passe au port. Pourquoi? Ce sont des petites questions. Moi, je ne veux pas moi, vraiment, je voudrais qu'on aille terre à terre, qu'on apprenne à nos enfants à faire le montage même des engins, tous ces vieux engins qu'on fait rentrer ici, les autos, toutes ces vieilles voitures qui rentrent ici. Là-bas, au Togo, il y a aussi le marché des voitures d'occasion, mais c'est limité peut-être à 10 ans ou à 7 ans ou à 5 ans. Mais ici, on accepte des voitures qui ont déjà fait 30 ans. Non, il faut voir les derniers tarifs douaniers.
tu fais venir une voiture neuve, tu payes moins de taxes de douane. Ah ouais? Allez-y, président. Nous sommes en écologie. Nous ne sommes pas en train de faire... Non, on ne peut pas faire l'écologie, on va faire l'économie. Hein. Bon, ok. Non, c'est à vous que vous acceptez tout. Moi, je me dis que c'est encore de l'utopie. Soyons terre à terre. Faisons les choses par an, même par an. Décidons qu'aujourd'hui, dans 2 ans, on va faire ceci sur le point écologique. Mais ne nous parlez pas des choses irréalisables. Oui, président. Je pense que c'est réalisable comme en Égypte. Mais commençons par faire une société de transport en commun dans une ville comme Douala, ou à Yaoundé, ou à Garoua. Mais on ne fait qu'accepter les Benskrin qui envahissent la ville, qui polluent, et on ne dit rien. Qui tuent les gens, et on ne dit rien. Qui ne payent même pas des assurances, et on ne dit rien. Vous voulez quoi finalement? Moi, je voudrais faire une lecture de COP21 à partir des 2 principales raisons qui justifiaient, qui motivaient cette COP. La première, c'était un accord contraignant et trouver 100 milliards d'euros pour venir en aide aux pays les plus pauvres, victimes du changement, pas pauvres, les plus victimes du changement climatique. Ça, c'était les grandes annonces. Au fil du temps, plus on allait vers la conférence, puisqu'elle est déjà venue, les deux ont complètement changé. On a commencé à ne même plus parler de 100 milliards. Parce qu'avant, jusqu'à hier, ils avaient de la peine à avoir 10 milliards. C'est important parce que quand on dit 100 milliards, c'est parce qu'il y a un objectif à atteindre. Quand vous n'avez que 10% de ce que vous voulez, dont les objectifs n'existent pas. Moi, je suis scientifique, je dis que c'est la démarche. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre personne. Vous avez besoin de 100 milliards pour réaliser quelque chose. Vous n'avez que 10, c'est 10%. Donc, ça veut dire que les objectifs, vous ne pourrez pas. Vous allez réduire énormément, vu les enjeux. Si on ne nous fait pas rêver, parce que moi, j'ai dit, faites toujours attention. La deuxième, la principale même, c'était des accords contraignants. Quand vous faites une lecture, vous savez qu'aucun accord ne peut être contraignant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu une volonté politique aller vers. C'est ce qui est encourageant. Donc on n'aura pas un accord contraignant comme on l'aurait tant souhaité, mais on a un engagement politique qui montre la conscientisation. Ce ne sera pas le premier, parce que... Non, à Kyoto, beaucoup n'ont pas signé. Politique fort. Kyoto n'ont pas signé. Et là, il y a les dessous politiques, pas politiques, stratégiques. Parce que j'aime pas le politique parce que ça prête à confusion. Il y a des gens stratégiques. Les États-Unis, je le dis toujours, ne sont pas anti-écologiques. Vous ne pouvez pas gérer un pays sans tenir compte de l'économie. Je dis 75% de la production industrielle des États-Unis est basée sur les énergies fossiles. Aucun président, que ce soit Obama ou n'importe lequel, ne peut engager la responsabilité de s'attaquer frontalement. Mais allez regarder ce que les États-Unis font en back-office. Ils savent qu'ils sont en concurrence en production de panneaux solaires par rapport aux Allemands et aux Chinois. Ils mettent un capital fou dans les sciences solaires. Quand ils vont émerger, c'est là qu'ils vont vous dire. C'est-à-dire qu'ils travaillent. Je vous prends un bout, quand vous regardez le net, tapez Nevada, vous allez voir qu'actuellement, ils sont en train de faire une centrale solaire thermique de plus de 5000 mégawatts qui seront capables d'alimenter des villes entières. Comme ils sont au stade expérimental, ça leur coûte à peu près 500 millions de dollars par année. Comme ils sont au stade expérimental, ils ne font pas de bruit. Et je voudrais dire que c'est un peu la stratégie que moi j'aurais souhaité. Que d'aller dire j'attends, je vous dis, des effets d'annonce. Moi, je vous ai pris l'exemple des plastiques. Je vais vous prendre un second exemple que j'ai cité. Regardons ce que nous pouvons faire concrètement. Ça, moi, je ne peux pas... Mais c'est ce que je dis. On a 120 000 motos. Je fais de la microphysique. Nous partons des microphénomènes pour expliquer la société. Les macros, là, c'est du hasard. Je dis que c'est hasard. Vous avez 120 000 motos au Cameroun. Quand vous faites une projection, nous sommes à 1 500 000 motos au Cameroun. Avec 1 500 000 motos, que nous ne produisons pas. Voilà. Que la Chine... Moi, je n'ai rien contre les motos parce que ça devient un paramètre social. Que la Chine nous vend. Non, il faut trouver tous les équilibres possibles. Moi, je pense qu'il est de bonne loi que le Cameroun s'asseye avec les Chinois et leur dise, pour des raisons de notre protection environnementale, vous nous importez des motos, nous allons les taxer dès la source.
Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on dit par moto, le prix d'ici ne change pas. Mais le prix de chez vous doit changer parce que vous nous polluez. Et vous demandez par exemple même 1000 francs ou 2000. Quand vous multipliez 2000 par 1,5 million, ça fait 1,5 milliard. C'est largement suffisant pour engager des initiatives écologiques. Vous parlez de l'énergie. Moi, je demande souvent si nous écoutons sérieusement quand nos partenaires occidentaux parlent. Quand ils parlent, ils sont très subtils. Obama dit, le président des États-Unis dit, nous allons soutenir les énergies renouvelables à concurrence de 10 milliards. Écoutez bien, il dit bien 10 milliards. Quand il va à la Chambre des représentants, il dit, nous devons investir les 10 milliards parce que il faut que nos téléphones que nous fabriquons, l'Africain qui est au fin fond du village puisse se connecter et utiliser ce téléphone. Vous ne participez à aucun moment au circuit de production de ces plaques solaires. Ça veut dire que nous ne sommes que des éternels consommateurs. Est-ce que c'est la bonne consommation qui est programmée? Non. Et c'est là où nous serons doublement victimes. Je prends un exemple criard sur lequel ça me fait souvent de la peine, beaucoup de peine. Nous avons l'avenue de la liberté ici, où il y a les plaques solaires. Allez, nous parlons, il fait nuit, ceux qui ont la chance, allez regarder, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, oui, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous n'avons pas fait une étude scientifique relative à l'utilisation des plaques solaires. Quand je les ai vus, vous dites ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Bon, je l'ai prédit. J'ai dit, attendez, oui, voilà effectivement le danger. Quand on te dit plaque solaire, ça marche à 100 000. Attendez. Ce soir encore, là, moi j'en ai vu qui sont allumés. Combien? Non, en même temps, dit que ça ne marche pas. Attendez, non, je dis que ça ne marche pas. Je vais vous expliquer, monsieur Tupa. Allons-y. Quand vous achetez les plaques solaires, ça coûte moins cher parce que ça fait 25 ans. Ça coûte très cher si ça fait 2 ans. Nous sommes d'accord? D'accord. Je vous dis, quand vous faites les calculs scientifiques et rigoureux, ça fait les 25 ans. Donc ça veut dire que l'investissement que vous avez effectué, vous rentrez dedans. Quand vous les installez comme vous les installez, comme on les a installés, je l'ai dit il y a 5 ans. Et le jour où on a dit, j'ai dit que ça ne marchera pas de mauvaise langue. Parce que, les plaques solaires ne respectent pas la norme. Les batteries qui sont là ne respectent pas les normes. C'est la science. Pourquoi n'avoir pas associé le savoir camerounais, former les gens pour utiliser de manière utile cette... Je n'ai rien contre. Mais quand vous court-circuitez la hiérarchisation de l'acquisition des biens, nous sommes contraints, nous sommes victimes. Aujourd'hui, on nous a installé une puissante centrale en Bomaka. Je vous jure, je n'ai pas eu le temps d'aller à 100 000. C'est une centrale thermique. C'est solaire. Une grosse machine solaire. Je dis que c'est solaire. Je suis allé sur le net. J'ai cherché. Tous les plaques que je voyais qui sont sur le net, j'avais l'impression que c'est des images qui n'étaient pas réelles. Pour la simple raison que je regardais l'inclinaison des plaques. Parce que je voulais voir... Là, c'est la science, mais je ne peux pas entrer dans les détails. Je me demandais... Ensuite, je me pose la question, est-ce que scientifiquement, vu le potentiel solaire... Parce que quand les Blancs disent que l'Afrique a le plus grand potentiel... Non, c'est pas les Blancs, docteur. Je dis, attends. Quand je dis Blanc, ce n'est pas péjoratif. Quand l'Europe... Quand les scientifiques... Non. Je dis... Et puis les faits sont là. Attends. Didier, laissez le docteur poursuivre sa Je suis embêté. La science est fait des données, pas des faits. Nous, on part sur les données. Comme tu veux discuter, tu vas taper... Quand tu vas taper sur le net le WDRC, the World Data Radiation, tu verras qu'il y a à peu près 4 pays d'Afrique noire. Le Cameroun n'y est pas. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a le potentiel solaire sans connaître la quantité. Quand j'explique, je dis, voilà quelqu'un à qui on dit qu'il y a le pétrole là-bas. Au lieu de demander la quantité qu'il y a, il prend un seau, il court. Il arrive là-bas. Si c'est 10 litres et que tu as pris 100 litres, tu fais comment? Docteur, vous savez pourquoi non, je suis pas c'est pour vous dire avec quoi? C'est pour dire, j'insiste beaucoup, que dans la démarche qui nous mène dans la lutte contre le changement climatique, contre les causes du changement climatique, le paramètre acquisition scientifique est incontournable pour que nous ayons des résultats fiables. Tant que nous allons à pilotage, déclaration, séminaire, et c'est le chef de l'État qui l'a dit. Je voulais venir, je finis par là. Nous sommes partis au Copenhague. On va revenir. On va donner peut-être 300 millions, 500 millions, 1 milliard. Tout le monde va sauter.
On est revenu, on a eu une grande caillon, tu ne veux pas donner le nom que tu as donné tout à l'heure. Ça va transformer en quoi? C'est le chef de l'État lui-même qui dit. Il y aura des conférences. On va passer de région en région, expliquer ce qui s'est dit à la COP. On va pondre des rapports et ça n'aura pas changé la situation écologique. Ouais. C'est ça les faits. Moi, j'ai rien contre. Je dis qu'il faudrait mettre la méthodologie pour atteindre des objectifs que nous nous fixons. Alors, je suggère, avant de prendre Didier, qu'on mette au moins le numéro de téléphone, ce qui nous permettra d'avoir des réactions de nos téléspectateurs qui nous suivent nombreux ce soir. Didier, vous voulez aller en contradiction? Oui, moi je voulais dire que pas surtout aller en contradiction. Le docteur a quand même une démarche épistémologique assez logique, mais lorsqu'on l'écoute, on a l'impression qu'au Cameroun on ne travaille pas. Je voulais dire, peut-être, je ne sais pas si le docteur Biaké visite de temps en temps les ministères pour avoir certaines données. Au ministère de l'eau et de l'énergie, il y a une direction des énergies renouvelables. Vous y allez, docteur, vous aurez toutes les données fiables. Et vous savez très bien que les Camerounais sont intelligents. Attends, non. Je ne finis pas, docteur. Non, une seconde. Je suis allé mis en mission par l'université de Douala. Vous êtes d'ailleurs Je suis très désolé. J'étais malheureux, triste, affaibli. Non, pourquoi? Parce que quand je parle aux conseillers, je te prends un exemple. Ils vous disent qu'ils vont acheter. À l'époque, j'étais un conseiller, j'avais fait un exposé au ministère de l'énergie. Parce que quand vous faites des faites très attention. Je vous dis, j'étais au ministère et j'ai rencontré les conseillers. Quand je discutais, ils disent qu'ils vont installer les éoliennes. Je ne prends que celui-là. Je dis que vous avez le potentiel éolien du Cameroun. Il me dit quoi? Je dis, vous avez le potentiel éolien. Il me regarde. Oui, on a les vitesses devant. Attends, je suis resté. Non, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire. Vous aurez votre temps de parole. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que au ministère, ils ont beaucoup d'informations qui ne sont pas souvent scientifiquement crédibles. Je le dis à haute voix parce que quand vous voulez étudier l'énergie éolienne qui est énormément à l'ouest du Cameroun, on a un réel potentiel, mais il faut l'évaluer. On vous dit qu'on a les vitesses de vent. On n'utilise pas les vitesses de vent pour évaluer le potentiel éolien. Alors, tu me parles de l'énergie solaire. Je dis, ceux qui m'écoutent, si quelqu'un, ça fait 10 ans que je cherche les données solaires au Cameroun. Je dis 10 ans que je cherche les données. J'ai obtenu des données de la météo, la direction. Je suis rentré dans mon bureau pour regarder. Vous savez que la science ne ment pas. C'était pathétique. Les résultats, vous ne pouvez pas reproduire. Alors, Didier reprend la parole. Alors, à partir de cet instant, ne m'envoie pas dans le ministère parce que j'y suis allé. Non. Didier, vous avez frappé à la mauvaise porte. J'ai été invité officiellement par le ministère. Je vais vous dire, docteur, la loi 4, c'est un petit document qui ne pèse pas 100 grammes. Quand vous allez au ministère de l'Environnement, vous ne le trouvez pas au premier étage. Hein. Mais c'est là. Vous le savez très bien, le président. Quelle loi cadre? La loi cadre de gestion de l'environnement. Je l'ai dans mon bureau. Voilà. Donc c'est pour dire que vous allez là actuellement, demain, au ministère de l'Environnement, vous n'allez pas le trouver au premier escalier, mais c'est là. Donc c'est un problème de gestion. Donc vous allez à la direction de l'énergie, des énergies renouvelables, à Yaoundé, vous allez donner. Docteur Biaké, vous allez à Banganté, il y a une école d'ingénierie à Banganté, alors où je vous parle. Et je suis sûr que vous connaissez même le promoteur de cette école, le docteur Djouta. Et c'est depuis quand? C'est depuis presque. Allons-y, je laisse. Ces enfants, ces étudiants-là, vous pouvez avoir les données là-bas. Je sais de quoi je parle. Vous allez au ministère de l'Environnement. Même pas au ministère de l'Environnement. Vous allez à l'Institut national des statistiques. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Il faut pas. On nous regarde partout, hein, même aux États-Unis. Nous sommes sur satellite. Il ne faut pas faire croire qu'au Cameroun. Je n'ai pas dit qu'au Cameroun. Il y a des données. Non, ça... Par contre, comment ces données sont utilisées? C'est là le débat. C'est là le débat. Vous savez très bien que même le chef de l'État l'a dit en décembre 2013. Qu'avons-nous fait pour être à ce niveau? Le président de la République a parlé de l'inertie, a parlé de la corruption. Voilà ce qui plombe la gestion, la gouvernance de ce pays. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas les données qui manquent. Ce n'est pas la ressource humaine qui manque. C'est un problème de management. C'est là où se situe le débat, docteur. Non. On a tous ces données-là. Venez dans mon labo, je vais vous donner les données que j'ai prises à la direction. Et je vous dis que, attendez, quand vous lisez, attends, docteur, vous allez finir. Je ne fais pas. Si je prends encore comme référentiel le discours du président Biya, nulle part dans ce discours, il parle d'aide ou de fonds. Le président Biya ne parle pas de ça.
Non, peut-être pas dans son Il discours, dit, mais je de façon m'engage, globale, on sait que il n'est l'Afrique- pas allé là-bas l'Afrique a une demander de position- l'argent. L'Afrique a une position commune, Monsieur a quand même Dipita, mis- Monsieur a quand même Dipita. mis en contrepartie Monsieur des Dipita, conditions financières. il existe dans ce pays tout un programme RED+, réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ce programme est logé à la Banque mondiale. Et les experts de la Banque mondiale sont clairs que bien mener ce type de projet, on peut avoir facilement par an 35 milliards. Ce projet-là, au Cameroun, ça fonctionne. Vous allez dans les zones écologiques bimodales, forestières, dans l'Est ou le Sud, ce projet existe. Il y a des ONG qui travaillent sur les projets RED. Moi-même, je viens d'être invité pour un séminaire à Bafoussam sur un programme RED. Séminaire. Au-delà, oui, mais c'est un comme séminaire de d'habitude. formation, oui. Mais au-delà, le Cameroun a quand même le point focal concernant les études des émissions de gaz à effet. On a 2 points focaux dans le monde. Il y a un point focal ici, il y a un point focal à Bogota. Donc, on ne peut pas quand même dire que... C'est vrai qu'il y a un problème, il peut y avoir un problème de communication. Parce que nous savons très bien, on l'a toujours dit, au ministère de l'Environnement, le ventre mou peut-être du ministère de l'Environnement, la protection de la nature et le développement durable, c'est peut-être la communication, on ne communique pas beaucoup. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les gens ne travaillent pas. Il y a des données. Mais si les données existent, et puis on les utilise à tort ou à travers, là c'est un autre débat, c'est un autre versant du débat. Alors, Président, C'est là où je suis pour pas tout à fait revenir un d'accord peu, avec pour le- revenir un le peu sur la diable. COP21, est-ce que l'Afrique donc doit s'inquiéter? Est-ce que les résolutions qui vont être prises vont davantage s'appesantir sur les enjeux politiques, autrement que les enjeux de protection de la nature, autrement que les questions écologiques, autrement que la protection de l'environnement? Moi, je ne voudrais pas que cette conférence accouche d'une souris, d'une souris. Mais nous devions partir sur les bases que chaque pays qui est venu là-bas a ses intérêts propres à lui. Nous avons vu que le texte n'est plus contraignant, les conditions ne sont plus contraignantes. Les États-Unis sont en train de défendre leurs intérêts, les Chinois défendent les leurs, les Africains défendent les leurs. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, puisque le thème d'aujourd'hui, c'était que le problème de l'environnement au Cameroun et en Afrique. Moi, je pars des simples faits, des petits faits de tous les jours. Commençons d'abord par ça. Avant de prendre toute la théorie de mon ami qui nous parle de... Je ne sais pas. C'est pas la théorie. C'est quoi alors? Mais docteur, vous savez, le président... Tout ce le que président vous nous Fillon- dites là, c'est vraiment utopique. Non, pas du tout. Moi, je vous dis, je vous ai posé des petites questions aujourd'hui. Oui, je réponds. Je vous dis que... On ne Comme peut le pas faire professeur l'a dit l'environnement. tout à l'heure, pourquoi ne pas s'asseoir entre les Chinois et les Camerounais pour le problème de Bensiki? Donc ça, c'est un problème stratégique. Il faut pas... Mais il faut pas tout ça, c'est confondre. stratégique. Oui, un C'est problème de ça stratégique. qu'on Ok, parle ça, aujourd'hui. Oui. L'enjeu Donc politique tout à ce côté de qui la se protection de passe la nature. en France, chacun va partir et chacun partira avec ses idées dans la tête. Il y aura certains Africains qui sont venus là-bas parce qu'on leur a parlé de 100 milliards, ils vont faire ceci ou cela. On a parlé de la vente de carbone ici parce que nous, on produisait pas, on ne polluait pas beaucoup, donc on pouvait acheter, les pays occidentaux pouvaient acheter les espaces carbone. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça nous a rapporté quoi? Ben, Moi, l'Afrique, en tant qu'homme politique et basé sur l'écologie, je voudrais des choses les plus simples pour qu'on vive bien dans ce pays. Ça, c'est l'idéal pour moi. Vivre dans la simplicité, mais dans l'allégresse, sans contrainte. On a parlé de l'habitat. Nous habitons c'est-à-dire les gens habitent, c'est-à-dire se marchent sur les autres. Dans 2 ans, dans 3 ans, il n'y aura plus moyen de vivre dans une ville comme Douala, parce que rien n'est urbanisé. Voilà les problèmes les plus simples en matière de l'environnement et en matière écologique. Nous avons des problèmes que nous avons la déforestation. Je vous ai donné un cas aujourd'hui. Le délégué de gouvernement, je ne suis pas venu parler de lui ici, mais il doit mettre une politique, par exemple, de planter les vrais arbres, comme il a dit. Les arbres qui sont à Bonanjo, ça a des gros troncs, ça a des... Mais par contre, si vous allez sur le boulevard de la Liberté, sur le boulevard Leclerc, là, vous allez voir les arbres qu'on a plantés là-bas, ça ne produit rien du tout. Nous avons besoin d'une nouvelle politique environnementale. C'est ça qui est important pour nos pays africains. Mais faites-en votre Pourquoi- programme politique. Mais il y a le problème de la déforestation. Oui. Arrêtons d'abord de tout vendre aux Chinois et aux Japonais.
on est en train de dévaster toutes nos forêts. Il y a la sécheresse qui arrive à grands pas au nord. Il faut arrêter tout ça. Non, il faut même commencer d'abord. Il y a le bassin du lac Tchad. Non, le problème de Boko oui. Haram n'est pas là. Il y a le bassin du lac Tchad Nord. qu'il faut sauvegarder. Il y a le bassin du Congo qu'il faut sauvegarder. Nous, on vend tout aux Européens. Ces mêmes Européens ne disent jamais que ne coupez plus vos arbres. Ils viennent par contre prendre l'essence, ils puisent le pétrole, ils puisent tout. C'est ça que nous devions produire nous-mêmes. Et non d'accepter qu'on nous vende n'importe quoi. C'est surtout ça. C'est ça la première préoccupation. Laissez-moi finir. La première préoccupation, nos présidents acceptent qu'on nous vende n'importe quoi. La brocante, ça nous sert à quoi? C'est d'abord ça. Ça tue par contre notre économie, notre jeune économie. Recettes douanières. Quelles recettes douanières? Ça nous donne quoi? Ça ne produit rien du tout. Ça nous donne rien du tout. Ça, c'est des petites choses qu'on doit apprendre aux Camerounais pour qu'on commence à faire des petites usines. Et nous contrôlons ça sur la base écologique, sur les normes écologiques. Voilà mon point de vue pour les enjeux que nous avons aujourd'hui et pour notre industrie et pour sauvegarder notre environnement. Et non de laisser qu'on fasse n'importe quoi. Aujourd'hui, des choses aussi simples. On laisse les gens, on n'a même plus de code de la route. Ici à Douala, chacun roule comme il veut. Mais, docteur, je mens ou je dis la vérité? Ce n'est plus l'écologie. Je comprends que vous voulez faire une démonstration, mais bon. Non. Tout ça, ça fait partie de l'environnement. Ouais. On ne parle pas seulement d'écologie, on parle de l'environnement. C'est ça qui fait le bien vivre si je m'abuse. Je souhaiterais que les choses soient dans les normes comme il faut. Voilà mon point de vue. Et que aujourd'hui, les enjeux qui se passent en France, chacun y est venu pour son intérêt personnel. Surtout les grands pays. On prend le docteur, puis quelques SMS et on revient pour relancer le débat. Non, je voudrais dire à mon collègue que je ne suis pas là pour dire qu'on fait. Pas votre collègue, je ne suis pas docteur, je suis militant. Non, c'est pas grave. Je voudrais dire que je ne suis pas là pour dire qu'on ne fait pas grand-chose. Je dis, au sortir de la COP, il faudra élaborer des stratégies qui nous permettent de faire face individuellement au changement climatique. C'est quand nous aurons des stratégies bien élaborées que nous pouvons nous faire entendre, que nous pouvons nous faire respecter, que nous pouvons contribuer. Ça, c'est d'abord ma démarche. J'ai dit, je ne tiens pas beaucoup compte de ce qui est dit là-bas parce que généralement, c'est des grandes foires. Je sais pas que c'est mauvais, mais c'est ça les faits. Qu'est-ce que moi je dis? Je te prends par exemple, quand je te parle des données, vous verrez que tous les laboratoires de recherche sont tristes parce qu'ils n'ont pas de données. Vous avez des étudiants qui peuvent mettre 10 ans en thèse parce que sa thèse a besoin de données. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas parce qu'on a ouvert une école à Banganté que tu me dis qu'il y a les données. Les données de recherche, c'est 10 ans de données. Ce n'est pas un problème de personne. Vous verrez un peu partout en Afrique. Un problème de données, le problème de données est un problème fondamental. Et si on avait demandé le point des scientifiques, on allait dire ce que nous allons réclamer à la COP, c'est qu'en Afrique centrale, il n'y a pas, je l'ai exposé sur beaucoup d'autres plateaux, mais à l'issue des podiums, j'ai dit qu'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de station météorologique fiable. Les données qu'un scientifique prend, ce n'est pas les mêmes données qu'un utilisateur prend. Je peux avoir besoin d'une donnée à 10 puissance moins 3 de précision pour des rigueurs de calcul. Donc c'est un spécialiste dans le domaine qui me fait ces prélèvements. Nous avons besoin actuellement, si nous voulons faire un maillage en Afrique centrale, parce que quand je venais, je disais que les gens vont me demander le Cameroun, j'allais dire que le Cameroun n'a pas de frontière atmosphérique, il n'y a pas une frontière atmosphérique du Cameroun. On aurait pu, il faut prendre toute l'Afrique centrale par exemple, installer au moins 300 à 400 stations. Avec un projet bien élaboré, soutenu par tous les pays, je vous le dis, c'est les membres du GIEC qui vont soutenir ça avec grand intérêt. Parce que eux ici, ils trouvent leur intérêt. En science, on vous dit, si l'Afrique a des résultats assez fiables, ça améliore les résultats du Nord. En matière de stratégie, donc, si vous venez, vous leur dites que nous avons besoin de 3 milliards pour équiper l'Afrique centrale des données afin que nos modèles climatiques puissent participer à la compréhension des phénomènes
climatique dans le monde, je vous dis, ce n'est pas les politiciens qui seront concernés. C'est le GIEC. Ils vont dire que ça a l'air de... Et ils verront. Je vous dis, vous regardez, il y a au Cameroun 4 à 5 stations et qui n'appartiennent pas au Cameroun, qui appartiennent à la SECNA. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne suis pas en train de dire que le Cameroun ne fait rien. Je dis que voilà des stratégies qui peuvent nous permettre de profiter de notre présence à la COP. Vraiment, moi, par contre, ce pourquoi je ne m'enthousiasme pas beaucoup, c'est les déclarations. Moi, je dis, je ne peux pas m'enthousiasmer parce que... Alors, on prend quelques SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. S'agissant des lampadaires, voilà quelqu'un qui voulait répondre. Les lampadaires photovoltaïques, sur le boulevard de la Liberté, on pourra remarquer que la plupart des lampadaires sont victimes des actes de vandalisme au niveau du coffret contenant les batteries, ce qui entraîne le non-fonctionnement du luminaire. D'autres messages. Bonsoir, je voudrais savoir s'il y a une agence pour prévenir les populations en cas de séisme au Cameroun. Ça existe ça? Une détection à l'époque, à l'IRGM, il y a... Il y en a où? Non, à l'IRGM, de recherche, il y a l'IRGM qui a une centrale à Ekona, qui normalement, en temps réel, peut donner des informations sur l'évolution des phénomènes sismiques au Cameroun. En ce qui concerne les plaques solaires, comme il dit, je leur dis, vous ne pouvez pas faire des évaluations de l'exploitation de l'énergie solaire sans tenir compte que c'est entre le mois d'août, juillet, septembre où il pleut, il n'y a pas de soleil. Donc il n'y aura pas d'éclairage. Or, quand un scientifique le fait, il prend ça en compte dans l'installation, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de soleil. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des paramètres scientifiques incontournables, il ne suffit pas seulement de les installer. Bonsoir, le chef de l'État a parlé de la réduction des effets des serres au Cameroun à l'horizon 2035. Alors, sont-ils réalistes? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est réaliste. Parce que, il dit au moi, professeur, c'est Durand Kouedeux qui pose la question depuis Douala. Non, en fait, je dis, ces forums-là ont plusieurs dimensions et il faut laisser à chaque dimension sa valeur. C'est-à-dire qu'il y a une dimension politique, c'est incontournable, vous avez beau faire. Le chef de l'État part, il se dit, je fais mes prévisions pour qu'on entende la voix du Cameroun. Moi, je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. Je dis, le chef de l'État l'a dit. Je m'arrête là. Donc vous ne croyez pas qu'on pourra réduire le gaz à effet de serre? Moi, personnellement, pour comprendre la question, je lui répondrai que dans des forums comme celui-là, même la Chine n'a pas une valeur fiable. Docteur, je vais lui répondre. Allez-y, Didier. Le discours du chef d'État, c'est un discours. Hein. Il y a un document d'engagement du Cameroun. Il y a tout un document. Dans ce document, il est décliné les stratégies de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. J'ai parlé de 4 axes. On a parlé de la gestion des écosystèmes forestiers, la gestion durable des écosystèmes forestiers. On a parlé de la lutte contre la désertification. C'est des axes. Et là, c'est des sources d'émissions de gaz à effet de serre. On a parlé du transport. C'est des sources des émissions de gaz à effet de serre. Et on a parlé de 26% de réduction. Alors Didier, avec tout ça, est-ce qu'on peut répondre à ce téléspectateur? En 2035, peut-on réduire les gaz à effet de serre produits au Cameroun? C'est faisable. Les scénarios de référence sont là. On parle de 2010 à 2035. Autre question, pourquoi l'Afrique est, dit-on, plus touchée par les changements climatiques que l'Amérique latine, pourtant tous situés à la même latitude? Touché comment? Parce que c'est un peu touché. On a un phénomène. Non, il ne faut pas répondre ça aussi facilement. C'est pas facile. Non, ça veut dire qu'il pose à juste titre parce que nous nous trouvons sur les mêmes faisceaux. C'est-à-dire que dans les mêmes positions latitudinales, dont le climat est pratiquement semblable tout au long de la zone équatoriale. Donc, c'est juste de poser la question pourquoi l'Afrique serait beaucoup plus intéressée que là-bas. Je lui dis, on n'a pas dit, pour le moment, nous ne pouvons parler que de l'Afrique. Donc, nous pouvons parler que de ce que nous connaissons, nous n'allons pas nous intéresser. C'est sûr qu'eux, de leur côté aussi, défendent leur cause. Pour le moment, nous défendons la cause, mais ce qui est évident, les conséquences du changement climatique sont les mêmes pour les pays qui sont dans les mêmes positions latitudinales. C'est-à-dire que la même position, latitude, vous aurez pratiquement les mêmes phénomènes. Bon, chacun, maintenant, en fonction de certains paramètres qui sont propres, nous pouvons être dans les mêmes latitudes sans avoir les mêmes lacs. Par exemple, je prends le cas du lac Tchad.
Le lac Tchad est en train de s'assécher. Si le pays qui cite, il n'y a pas de lac Tchad, ils n'auront pas les mêmes phénomènes. Non, nous sommes victimes par rapport à notre position. Je suis d'accord avec le docteur Biaké. Évitons les déclarations douteuses des Européens en ce qui concerne des mesures. Vivons avec des preuves et n'oublions pas que nous sommes dans le domaine de la science. C'est Kayode qui envoie les Nigériens étudiants en DEA physique à l'Université fédérale de Lagos. C'est lui qui nous envoie Parce que j'ai des articles du Nigeria. C'est lui qui nous envoie ce SMS-là. Le docteur a raison. Les gros problèmes du Cameroun, ce sont ses dirigeants. Toutefois, même l'argent issu de cette conférence mondiale finira dans les poches de certains individus. Sylvain Bassi, DP Expression Directe, il écrit depuis Yaoundé. Bonsoir à vous sur le plateau. S'agissant des lampadaires, oui, ça a déjà été parcouru. Bonsoir, je pose l'idée du docteur. Les données ne sont pas fiables. Il faut une méthodologie pour améliorer nos études. Ça, c'est Tazo Roche qui envoie le SMS. Il est du MINADER, ministère du Développement Rural. Bonsoir, c'est un leurre que de penser à la réduction du CO2 au Cameroun, que de fumer sur nos routes, dans nos campagnes. Les pneus des ordures, là, vous rejoint, Président. Les ordures qu'on brûle partout. Aucun contrôle, soyons sérieux. Michel, depuis Boya. Bonsoir le panel, je suis très heureux de participer au débat. Le COP21 ne nous concerne pas, car nous, les étudiants, on les étudie, l'État ne nous permet pas, en améliorant notre système éducatif, ces blancs qui vont venir gérer l'environnement chez nous en dévastant nos forêts. C'est Ibrahim depuis Douala. Bonsoir prof, je veux juste dire que dès qu'il y a le jour, il y a le soleil, même s'il ne brille pas. Bon, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là. Non, je vais lui répondre rapidement. Ça dit que ce n'est pas toutes les longueurs. Ah d'accord, ok, vous faites le lien avec... Oui, quand il parle là, je vous dis, c'est ça toujours le problème. Ce n'est pas toutes les longueurs du rayonnement solaire qui produisent de l'énergie électrique. Ok. Ça appartient, si vous voulez, alors je veux dire que ça appartient du domaine du visible entre à peu près 1,2 et 0,4. C'est dans cette zone-là que nous avons du rayonnement solaire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce rayonnement solaire trouve durant sa traversée de l'atmosphère ce qu'on appelle des obstacles qui sont généralement les nuages. Donc quand il y a un passage nuageux, ça va absorber un phénomène de reflet. Donc ces rayonnements n'arrivent pas au sol. C'est pourquoi en saison de pluie, je dis quand vous faites un bon dimensionnement solaire, dans vos prévisions, vous dites OK à Douala. Entre le mois de juillet et le mois de septembre, comment je gère l'énergie solaire puisqu'il n'y en aura pas assez? Alors pour refaire quand même la position, MINADER, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, parce qu'on allait vite là tout à l'heure. Bonsoir, pourquoi le climat africain est différent de celui de l'Europe? C'est El Hadj Abba Boukar depuis Marois. En fait, ça dépend toujours de notre position latitudinale. Plus tu es dans les zones tempérées, c'est-à-dire plus vous allez... Donc on va peut-être prendre encore un ou deux SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. S'agissant de lampadaires, pourquoi ça revient toujours sur SMS-là? Les données ne sont pas fiables, ça également l'a pris. Je crois que c'est malheureux que tout ce que l'Afrique peut faire, c'est d'aller mendier en COP 21. C'est un SMS qui nous vient, même si l'Afrique a ses propositions de ce côté là-bas. Bonsoir le plateau. Pourquoi la Chine qui produit les motos ne les utilise pas en transport urbain? Non, en Chine, il y a le problème, c'est que il faut bien comprendre le comportement, la position de la Chine. La Chine dit à Bali, clairement, je sais pas, oui, c'est à Copenhague, qui dit clairement aux Occidentaux, c'est juste que nous devons changer de stratégie pour atteindre nos objectifs. La Chine arrive, les Européens leur disent que vous êtes parmi les plus grands pollueurs. Ils disent que oui. Ils n'ont pas dit non. Ils ont dit que oui. Et ils ont retourné la question aux Européens. Vous, pour atteindre le degré d'industrialisation où vous êtes, vous avez pollué. Et si nous sommes victimes de ça, nous aussi, nous voulons atteindre ce degré-là. Laisse-moi terminer. C'est là la logique de la Chine que je voudrais que l'Afrique pourrait s'inspirer. Si vous voulez que nous ne polluons pas, alors donnez-nous les moyens de ne pas utiliser. Sinon, nous allons continuer à polluer. Nous disparaissons tous. Ça contraint. C'est pourquoi je dis que quand vous entendez tous les Africains parler, l'Europe doit, c'est parce que quelle
moyens nous avons pour les contraindre? Aucun. Tu l'as dit un peu rapidement. J'ai dit nous sommes sortis de l'esclavage. Tout le monde a été d'accord que c'était une mauvaise chose. On n'a jamais été dédommagé ou comme vous le dites. On a continué avec la colonisation. Tout le monde a été d'accord que ce n'était pas une bonne chose. On a continué. Nous voilà avec le changement. Tout le monde est d'accord que l'Afrique est la principale victime. Mais on va continuer. C'est pourquoi je dis, changeons de stratégie. Moi, je dis que l'Afrique doit dire que... Attends, moi de changer de stratégie, l'Afrique. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, arrêtons de dire qu'on ne pollue pas. Okay. Parce que quand on vous dit 4%, c'est comme un enfant, oui, c'est pas grave, bon, ce n'est pas beaucoup, on verra. Okay. Et on ne trouve jamais de solution. Or, si vous dites que vous faites... Nous, on va polluer plus. Nous allons attraper votre degré de pollution. D'autant que nous sommes à partir de cet instant, dans les enjeux de développement. Oui, dans les enjeux. Et il n'y a pas à refuser qu'on ne pollue pas. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on pollue. Et on cite. Et les chercheurs, les scientifiques vous prendront au sérieux, pas les politiciens. Parce que regardez partout dans le monde. Ce n'est pas les politiciens qui ont donné le là. Et c'est là où il faut que les Africains soient bien informés. En 1970, c'est les ONG, c'est la société civile qui a tapé sur le Congrès américain pour qu'ils mettent en place le EPA, Environment Policy Act. Et là, qui a permis de renchérir ce qu'ils ont appelé la Charte mondiale de la nature. Parce qu'ils ont dit, on ne peut pas continuer. J'ai dit, c'est la société civile. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les politiciens, il faut comprendre que chacun a son jardin. Il y a le jardin des politiciens qu'il faut le leur laisser et que la société civile joue pleinement son rôle, qu'il s'éduque, qu'il participe à son comportement, qu'il fasse des propositions. Je ne suis pas là pour dire que le politicien fait bien ou pas. Il joue son rôle. Mais moi, en tant que scientifique, je dis voici ma position en tant que scientifique. Si elle est bonne, tant mieux. Si elle n'est pas bonne. La déforestation est-elle prise en compte au Cameroun quand on sait que la forêt est un fort potentiel économique? Didier. On Il me semble quand même que l'Assemblée nationale avait voté une loi pour contrôler. Écoutez, on l'a dit. L'une des sources. Est-ce que c'est respecté? L'une des sources, M. Tipita. Docteur, oui, vous avez déjà trop parlé. Non, non, c'est moi qui juge du temps de parole. L'une des grandes sources d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la déforestation. C'est à Bali, je crois qu'à la conférence, à la 13e conférence de parti à Bali, je crois en 2007, que la communauté internationale, la communauté internationale accepte de prendre en compte la déforestation comme source d'émissions de gaz à effet de serre. Non. Et grâce, docteur, écoutez, docteur, et ceci grâce à l'expertise des Camerounais. Lorsque le docteur parle de la Chine, moi je vais dire que les scientifiques camerounais, en particulier les Africains en général, ont leur part de responsabilité. C'est les scientifiques chinois qui ont poussé cette communauté-là à écarter la Chine des pays qui devaient être soumis au quota d'émissions de gaz à effet de serre. Vous le savez très bien, docteur. Le protocole de Kyoto est validé en 1997. Il rentre dans l'opérationnalité, dans son opérationnalisation, en 2005, 8 ans après. Nous l'avons dit ici, là. Mais la Chine n'est pas dans les pays qui doivent être soumis à la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et c'est grâce aux scientifiques chinois que la Chine et l'Inde, ces deux scientifiques chinois et indiens, vont profiter grassement des financements liés au MDP. Mais ici, nos scientifiques se comportent comme nous, les politiciens, dans une posture manichéenne. On n'a pas fait ceci, on n'a pas fait ça. Les universités elles-mêmes ont fait quoi? Il n'y a qu'une entreprise au Cameroun qui a bénéficié des financements MDP, c'est Isacam. Et je peux vous dire que j'étais très à côté, parce qu'à l'époque, il y avait une déléguée départementale ici, à son âme, qui est morte. Vous la connaissez très bien. Qui était dans ce projet. On a fait venir les experts du Bénin. Oui. On a fait venir des experts d'ailleurs pour venir calculer la capacité. Sur le projet de méthanisation. Je suis très embêté. Non, il ne faut pas être embêté. Non, je suis très... Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Donc, je veux parler, docteur. Non. Vous allez parler, docteur. Je veux parler. Nous sommes, c'est un débat. Il termine et vous prenez la parole et je vais relancer. C'est là le problème. Et Macky Sall l'a dit. Macky Sall l'a repris. Au moment où on parlait de MDP, le président Macky Sall n'était pas encore chef d'État au Sénégal. C'était Abdou Diouf. Macky Sall l'a repris. Qu'est-ce que nous avons fait pour bénéficier que de 3%? C'est pour cela que l'un des objectifs que les Africains recherchent à Paris, c'est qu'on conduise
le protocole de Kyoto jusqu'en 2020 pour que l'Afrique aussi puisse bénéficier de ce type de financement-là. Les calculs qu'on fait ici, là, c'est les scientifiques venus d'ailleurs. Pourquoi? Nous avons des universités au Cameroun. Donc, Alors, vous voulez dire que nous partons là-bas pour bénéficier de... Non, pourquoi on ne parle pas de bénéficier de l'argent? Didier, vous devez dire. C'est de ça que vous parlez. Je suis Président, vous souvent avez la parole, très docteur. embêté. Oui, Je suis allez-y. très embêté. À titre privé, je te le dis à titre privé, je vais te donner le document que j'ai écrit sur Isaka. Je te le dis à titre privé, que j'ai envoyé à la présidente. Je te le dis à toi, à moi, sur ce que tu dis tout le temps. J'ai travaillé pendant 15 ans sur le CH4. Et tu dis des choses aussi qui m'embêtent parce que je te dis, je suis désolé de dire, je te dis que le CH4 a un pouvoir radiatif nettement inférieur à celui du CO2. Et Isaac Kamla écrit dit dans... 20 fois. Attends, je suis en train de t'expliquer. Je suis désolé, écoute-moi. Je suis vraiment embêté. On nous écoute, comme tu l'as dit, nous sommes... Et je le répète à haute voix. Le CH4 a un pouvoir radiatif nettement inférieur à celui du CO2. Concrètement, Par contre, ça veut dire quoi? Non, comme il veut dire, je voudrais... Pouvoir radiatif inférieur. C'est ça qui veut dire permet, quoi? c'est ça qui permet de qualifier le gaz à effet de serre. D'accord. Par contre, le CH4 a un taux de croissance dans l'atmosphère 16 fois supérieur à celui du CO2. C'est embêtant parce que quand je dis que c'est sorti dans le journal, quand je l'ai lu, j'ai même eu des confrères qui m'ont discuté. J'ai dit, moi j'ai étudié les liaisons chimiques qu'il y a dans le CH4. J'ai étudié les modes d'absorption qui existent. Donc, et j'ai un étudiant qui a présenté une thèse sur ça. Quand vous le dites parfois, je dis faites attention, il y a de la politique, j'aime pas en parler. Parce que quand on va... Je dis que personnellement, je te donnerai l'article que j'ai écrit sur ça, sur ces CH4-là. Parce que c'est très délicat à un moment. Non, je ne suis Bon, pas d'accord. ensuite, Didier, laissez le docteur poursuivre. Je suis très embêté parce que je répète ce que les Chinois ont fait. Les Chinois, vous savez, la communauté internationale, elle est extrêmement stratégique. Pourquoi on sort la Chine et l'Inde? Ce n'est pas un problème de scientifique. Ils passent de pays tiers-mondiaux au BRIC. Donc, ils ont des moyens économiques qui leur permettent de soutenir la contribution au changement climatique. Pourquoi? Parce que celui de 2005, ils en ont profité. C'est ce qu'il y a le Brésil, l'Inde et la Chine qui étaient de 15 milliards à Copenhague. Et ils en ont profité. Et je vous dis on vous dit qu'il y a de l'argent, mais on n'est pas toujours prêt à vous le donner. Donc c'est ça, il faut faire attention quand on explique pourquoi ils sortent. Ils sortent parce qu'on les classe maintenant par les briques et l'Afrique du Sud avec. On dit que bon, vous ne pouvez plus bénéficier de ça. Je ne veux pas rentrer dans les problèmes de RED parce que je suis assez vraiment impliqué. En fait, je lis beaucoup ici et je regarde au fin fond des choses. Ce qui se passe en termes de disponibilité de fonds, et je l'ai déjà expliqué même à tous ceux qui sont dans l'environnement au Cameroun. Un projet international, ce n'est pas un projet national. Et tant que les Camerounais ne vont pas le comprendre, et là je dis les Camerounais, tant que les Camerounais ne vont pas le comprendre, les projets n'iront pas plus loin que le Cameroun. Parce que quand un projet sort du Cameroun et qui doit bénéficier des fonds internationaux, ce n'est pas les politiciens qui le lisent. Quand votre projet doit bénéficier des fonds, on les donne aux experts dans le domaine. Et ils ont une méthodologie de lecture du projet. Tant que votre méthodologie n'est pas respectée, on vous le retourne. On peut vous mettre un point focal ici. Ce n'est pas un problème de point focal. Un problème, c'est que est-ce que ça vous permet d'accéder aux énergies? Et je te rappelle aujourd'hui que les pays avertis, que sont le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, ont voulu être les leaders dans cette campagne que nous menons parce qu'ils savent qu'en termes d'énergie renouvelable, je te le dis, tu vas fouiller, c'est des pays qui disposent des données fiables. Il y a des vingtaines et des vingtaines de mois qui sont par ville. On va vous dire à Oran, voici la quantité de soleil qui tombe à telle heure, à telle heure, à telle heure. Donc on peut faire une modélisation précise. Quand ils vous apportent ça, ils vous font un calcul scientifique rigoureux, vous leur donnez l'argent. Donc c'est ce que je dis depuis. Mettons-nous dans des conditions qui nous permettent de bénéficier de ces fonds. Vous refusez, je dis, je le répète, on aura 300 millions, on aura 1 milliard qui ne permettront pas d'avancer. Or, on peut avoir 15 à 100 milliards si on suit la procédure. C'est ce que moi je dis. Je reprends avec cette question d'un téléspectateur. Est-ce qu'il est possible de diminuer l'émission de gaz à effet de serre sans affamer la population? Sous-entendu que je pense que en fait, les ressources naturelles telles que le pétrole, le bois sont quand même des éléments de financement
de notre économie, de notre budget. Est-ce qu'on peut donc se priver de ces financements-là, donc protéger l'environnement, protéger la nature, sans forcément, sans se passer, tout en se passant de ces fonds, sans affamer la population? Bien sûr, c'est un problème de stratégie. Nous ne devions pas, je le dis aussi simplement, je prends le cas de la déforestation. Nous ne pouvons pas, parce que nous voulons vivre, dévaster toutes nos forêts. Il faut savoir qu'on doit reboiser nos forêts. Nous savons que si nous faisons une pêche, par exemple, avec les produits, comment on appelle ça, les produits toxiques. Je dis la pêche, normalement. Oui. Si nous faisons du braconnage, n'importe comment, parce qu'on veut vendre, on veut faire ceci ou cela, il faut faire très attention sur tout ce que nous faisons. C'est pour ça qu'on parle de bio. Est-ce qu'on est en train de cultiver le bio aujourd'hui? Les Européens ne vivent pas. Ils font du bio et ils le vendent. Donc nous devions faire une nouvelle stratégie et même éduquer, c'est-à-dire créer une nouvelle génération de planteurs, je dis des planteurs, des acteurs de ces secteurs-là. Oui, c'est ça qu'il faut. Et nous pouvons produire beaucoup. Nous avons du pétrole, mais on ne va pas puiser notre pétrole n'importe comment pour que tout le sol soit complètement... Je veux ajouter une seconde, encore quelques SMS, notamment celui de Serge Koma, que vous trouvez également pertinent. Il est du Centre d'études et de recherche en environnement. L'économie africaine est à 90% tributaire de l'agriculture. Une baisse drastique des émissions en CO2 aurait une incidence très négative sur la production. C'est paradoxal. Ce paradoxe devra être intégré dans la stratégie africaine de lutte contre le réchauffement climatique. Vous partagez cet avis-là? Non, le CO2, c'est toujours la délicatesse de parler de gaz à effet de serre. C'est pourquoi j'ai tenu à dire que je suis moléculariste. Parce que quand on dit qu'il y a un raccourci scientifique, on est entre nous, on le dit, on comprend. La coupe de bois ne produit pas le CO2, ça rentre dans le cycle du carbone. Vous comprenez? C'est-à-dire que le bois qu'on va couper a un autre effet. Parce que il faut bien qu'on comprenne. C'est pourquoi je dis qu'il y a un problème d'éducation, de compréhension. Excusez-moi les termes un peu excessifs. Je dis quand on coupe un arbre, voilà une première barrière contre le rayonnement solaire qu'on évite. Les rayons qui tapent sur le sol est réfléchi. Exemple, vous êtes au sol là, la température est de 23 degrés, montez au 4e étage, vous voyez que la température diminue. C'est des petits tests. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un phénomène de reflet. Quand vous coupez l'arbre, vous augmentez la densité du rayonnement solaire. Et ça, je peux te faire des calculs en te disant que si la durée de la journée du solaire consommable était de 6 heures, pour cette augmentation-là, il va passer de 7h30. C'est ça le réchauffement climatique. Okay. Donc ce n'est pas le gaz à effet. Pourquoi l'arbre coupé va participer au cycle du carbone? Parce que le bois est fait de ce qu'on appelle les composés carbonés. Il va pourrir, il va rentrer dans le sol et il va produire ce qu'on appelle les hydrocarbures fossiles. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ce raccourci-là qu'on dit gaz à effet de serre. Je dis non. C'est ça un peu la délicatesse. Quand les Blancs, je suis désolé, je leur dis, quand les Blancs le disent, ils comprennent le processus. Mais quand nous on le dit, on dit gaz à effet de serre. Le CO2 est indispensable pour l'équilibre atmosphérique. Ouais. Est indispensable. Le problème qu'on pose, fondamental, c'est que le surplus de production, qui est très dangereux, et c'est pour ça qu'on se bat pour contenir ce surplus. Quelles sont les voies et moyens pour le contenir? C'est là où on demande à chaque pays de faire des efforts. D'assumer un Le Cameroun devrait d'abord apprendre à consommer son budget d'investissement public avant de prendre des engagements qui ne pourront pas tenir. Olivier, depuis... Et c'est vrai. Depuis Douala, bonsoir le plateau. Vrai. Pourquoi la Chine qui produit les motos? Bon, ça a déjà été lu, ne l'utilise pas. Bonsoir, le changement climatique est plus ressenti en Afrique parce qu'il est en position équatoriale. Les rayons solaires arrivent perpendiculairement, ce qui n'est pas le cas en zone polaire et au-dessus de l'Antarctique. Salif de Ndokpasi, c'est ici à Douala, il dit qu'il est chimiste. Oui, pourquoi? Je vais répondre rapidement à cette question. Et c'est pourquoi je dis, faisons attention de répéter. Quand on dit que vous faites la géothermie, quand on parle des énergies renouvelables, j'entends les dire géothermie, énergie solaire. La géothermie se plie dans les zones polaires. Pourquoi? Le différentiel de température
entre l'atmosphère et le sol est différent. Vous prenez un pays comme le Canada. Il fait froid là-bas, donc la température au-dessus de l'atmosphère est plus élevée que sous le sol. Donc il creuse. La géothermie, c'est l'énergie qui est dans le sol. Quand vous allez venir dire au Cameroun qu'on peut utiliser la géothermie, je dis, on parle de quoi là? Non, pas au Cameroun. Non, je dis, c'est un peu la délicatesse. Non, attendez. Quel pays? Non, écoutez, il faut éviter l'instrumentalisation, ou bien la manipulation. Nous, on parle de l'Afrique, mais il n'y a pas la neige en Afrique du Sud. Il n'y a pas le froid là-bas. Il n'y a pas le froid à l'extrême Afrique. Et même quand le docteur dit que nous ne comprenons pas ce qu'on dit, mais non, c'est une insulte. Il n'y a plus de carbone. Lorsqu'on parle d'émissions, c'est le gaz. Ce n'est pas le carbone. Tu sais pourquoi on te parle de Lorsqu'on parle de puits de carbone, un arbre est un puits de carbone, c'est le carbone. Là, le carbone n'est pas le gaz. On sait ce qu'on dit, on sait au moins s'exprimer. Non, évitons la manipulation. Si Bonsoir. le docteur a sa position, je ne sais pas quelle position, avec le gouvernement central, il ne faut pas faire non, le docteur est invité en tant que scientifique et c'est de la démonstration qu'il en fait. Ouais. Compter sur les pays occidentaux pour soutenir l'Afrique dans sa croissance économique et la préservation de la nature n'est qu'une stratégie du nouvel ordre mondial pour maintenir le sous-développement de l'Afrique. Quand ils polluaient pour leur développement, ils ne comptaient pas sur le CO2. Alors, j'ai un autre ami là qui n'arrête pas d'envoyer des SMS à propos. Ah, voilà. Si nous avons 1 200 000 motos au Cameroun et les voitures de plus de 30 ans, dites ce que deviendra le Cameroun d'ici 5 ans en matière de pollution. C'est une contribution sous forme de questions. Bon, Didier, il y a nos amis qui vous titillent un peu. Hein. Je pense que vous faites de la politique là où on doit parler science. Je ne sais pas que la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité. Bonsoir le plateau. Pourquoi la société civile camerounaise ne se révolte pas contre la coupe sauvage des arbres? Georges Onguéné, justement, on ne... Non, je vais répondre rapidement. J'ai apprécié il y a peut-être une semaine, les Nations Unies ont créé une organisation, c'est le professeur Olinga qui gère ça, qui a pour rôle de soutenir ceux qui se sont opposés à certaines réactions comme les coupes. Parce que vous savez, quand on fait les coupes, vous êtes traîné en justice. Alors le FADA a maintenant à disposition les moyens pour payer les avocats pour les défendre. C'est pour dire que, quelque part, la société civile peut faire bouger les lignes. Choses. C'est pour ça que j'ai dit au début. Mais là encore, président, s'il faut se méfier. Quand c'est l'Union européenne qui finance ce type d'instrument, ben oui, si je suis votre logique. Oui, parce que là, c'est comme si l'Union européenne finançait l'Union africaine. Vous attendez quoi? On dit bien que celui qui paie le bal mène la danse. Vous ne devez pas vous enorgueillir. Quand c'est l'Union européenne qui finance le FADA. Ah oui, monsieur. Je voudrais dire quelque chose. Nous n'avons pas dit que nous sommes contre l'Europe. Nous avons dit que nous sommes des partenaires et que chacun sache trouver ses intérêts dans le partenariat. Et je dis que ça, je prends un exemple très important. C'est même très grave. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit aujourd'hui ce qui se passe, par exemple, il y a un village là-bas dans le sud-ouest, il y a un Camerounais. Il y a un village là où il y a Héraclès Farm. Il y a un jeune Camerounais là-bas qui est leader de la population, qui, je crois, il doit être mis en prison parce qu'il demande à Héraclès de respecter les droits de la communauté. On a vu cela en 1995 avec Ken Saro-Wiwa, qui est mort pendu à coup. Bonsoir, docteur. Il soutenait... En fait, sont réalistes. Il n'y a pas de problème climatique, mais juste des lobbies qui veulent se faire de l'argent. Comment peut-il y avoir un trou dans l'atmosphère qui est un amas de gaz? Laissons la science pour la science, s'il vous plaît. Docteur Kateka. C'est le docteur Kateka qui envoie ce SMS. Il est urgent de donner des moyens aux experts, tels que le professeur Biaké, afin que des études poussées soient menées pour servir notre pays. Monsieur Joseph Enoa. La coupe du bois, bonsoir. Je veux juste dire que dès qu'il y a il revient. La coupe du bois entretient l'effet de serre parce que la quantité de CO2 qui devrait être... je reprends pour restituer. C'est le même cas envoyé le SMS à l'heure. Qui disait, je veux juste dire que dès qu'il y a le jour, il y a le soleil. Même s'il ne brille pas, c'est Éric de Yaoundé. Donc il revient. La coupe du bois entretient l'effet de serre parce que la quantité de CO2 qui devrait être consommée par cet arbre reste dans l'air et il n'y aura pas de rejet de CO2.
Les énergies renouvelables en termes simples, c'est quoi? C'est une question. Oui, Aliou. Les énergies Renouvelables, Ça de dit façon que- simple. Ça veut C'est-à-dire dire quoi? qu'au fil de temps, il ne s'épuise pas, le soleil ne s'éteint pas. Par exemple, donc c'est renouvelable, le vent De nouvelles sources de souffle. production. Comme C'est-à-dire que- l'électricité éolienne. Non, ça veut dire que le vent tourne toute la vie. Donc elle ne finit pas. Le C'est- soleil ne va c'est pas ça, les s'éteindre. énergies renouvelables. Donc ça se renouvelle. Chaque jour, le soleil se lève, se couche, donc ça se renouvelle. Le vent souffle tout le temps, donc ça se renouvelle. C'est inépuisable. Bonsoir aux panélistes. J'aimerais savoir à quel niveau et dans quelle mesure une économie, donc gouvernance forestière, peut concourir à un développement plus vert. Emmanuel de Yaoundé. Oui, ça rentre là dans ce qu'on appelle le programme d'adaptation. Et le programme d'adaptation, c'est tout un programme, c'est toute une politique. Vous comprenez ça? On prend en compte la vulnérabilité, l'organisation d'abord sociale de la communauté. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, grosso modo, le développement durable, qui prend en compte l'économie inclusive, la société équitable et la protection de l'environnement. C'est tout cela qui rentre dans les instruments, ce qu'on appelle les plans d'adaptation. Bonsoir, panel, débat très intéressant. Rappelez simplement à Didier que depuis 1985, le Cameroun n'a plus eu de données fiables. C'est d'ailleurs ce qui bloque beaucoup de doctorants en thèse. Je ne sais donc pas d'où viennent les données politisées de Didier. Bon, chapeau docteur. C'est Herman, doctorant à l'Université de Yaoundé 1, qui envoie le SMS. Bonsoir, s'il vous plaît. Je souhaite rencontrer le docteur. Bon, docteur, vous faites déjà certainement qu'on va vous remettre les numéros. Laissez le docteur poursuivre, il est très intéressant. Donc, on va peut-être prendre encore d'autres SMS et puis ressortir avec la question de COP21. Les Camerounais ne sont pas informés par rapport au crédit de carbone. La délégation de l'environnement ne fait pas son travail d'éducation de la population. C'est Oshari qui écrit depuis Douala. C'est pour empêcher le développement des pays émergents. Donc, il estime ce SMS sans être signé. Dites-nous, au Cameroun, les lignes que la société civile a déjà fait bouger. Ce civil camerounais est une boule qui ne sait pas faire foule, comme disait un Africain. Alors, maintenant, au regard de tout ce qu'on s'est dit, parce qu'on sort déjà du débat, et conscient des réalités, au regard de COP21, quels sont les engagements ou alors qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour atteindre les objectifs qui se donnent, poursuivre son développement quand on sait que nos ressources naturelles y contribuent énormément tout en contribuant à la préservation de l'environnement, tout en évitant le réchauffement de la Terre, de la planète. Comment est-ce qu'on peut sortir de Paris, de Bourget, gagnant? Ou alors comment peut-on tirer notre épingle du jeu au même titre que ces Occidentaux qui se battent pour leurs intérêts? C'est assez difficile à répondre parce que moi je me dis c'est un problème tel qu'on est parti, c'est un problème de stratégie, c'est un problème de moyens, c'est un problème de volonté politique aussi. Parce que normalement pour contrôler l'environnement ou bien pour que nous ayons cet équilibre, ce développement durable, il faut une volonté politique. Il faut des hommes qu'il faut à leur place, tels que nous sommes là. Il y a des politiciens qui gèrent la cité, il y a des scientifiques qui nous apportent les données fiables. Tant qu'on n'a pas ces données, on ne pourra pas avancer. Mais je pense que c'était une bonne chose que Paris organise le COP21 pour que chacun prenne conscience, pour que chaque État prenne conscience de sa politique environnementale. Comme il dit, c'est une question très difficile à répondre, mais je pourrais dire ceci. Il faut déjà féliciter que Paris se soit tenu dans ces conditions. Au regard de ce qui s'est passé, Rio, Copenhague, Kyoto, Bali, Paris a fait quand même bouger les lignes par rapport à la conscientisation. Parce que quand vous êtes conscient d'un problème, de quelque manière, sauf si vous n'êtes pas un être humain, vous essayez de réagir. Quant à l'Afrique, moi je pense que le problème de sensibilisation des Africains sur le problème du changement climatique est la première bataille à gagner. On parle comme si le changement climatique, c'est en Europe. On parle. Il faudrait, je ne sais pas, mais je dis, la première bataille, c'est que les Africains doivent comprendre que par leur comportement, ils doivent avoir un comportement écologique. Un exemple, c'est, moi je vis d'exemple. Malheureusement, quand vous allez en Europe,
Vous allez dans les supermarchés, vous voyez tout le monde avec sa trottinette. Il n'y a plus de plastique. Vous sentez un sens écologique. Derrière toutes les voitures, chacun a presque sa petite trottinette. Les gens savent maintenant que les produits biodégradables, on doit les mettre quelque part. Moi, j'ai proposé, parce que je dis, je n'ai rien contre. Moi, je suis un scientifique, j'essaie de voir ce qui rentre dans mon champ d'action. Vous qui êtes des acteurs de terrain, les scientifiques n'ont pas de moyens, les laboratoires ne sont pas équipés en financement. Vous prenez par exemple Bonaprison, il faut toujours commencer quelque part. Vous donnez une formation aux ménagères pour qu'ils apprennent à faire des tris. Et on leur met 3 poubelles. Ça a commencé en Allemagne, c'est suivi en France. On peut le commencer ici. Si on réussit déjà, je prends Bonaprison parce que c'est déjà un quartier quadrillé. Où on peut faire. C'est ça les travaux pratiques. Et que ce n'est pas les universitaires, c'est les mairies qui doivent financer ce genre d'actes. Les enseignants veulent bien, mais ils n'ont pas les moyens. Il faut. Par exemple, vous avez le GICAM. En France, aux États-Unis, qui finance les laboratoires? Ce n'est pas l'État. Quel est le groupe financier aux États-Unis de la recherche? Le GICAM doit pouvoir nous mettre à disposition 2%, ne serait-ce que des intérêts de leur réunion, avec bien définis. Donc, tant que nous n'avons pas des politiques qui permettent à la science de mettre à disposition des savoirs qui peuvent nous être utiles, on tournera en rond. Donc, pour moi, je dis que, pour conclure, il faudrait qu'on revienne de ça en se disant, développons de nouvelles stratégies qui permettent à ce qu'on se fasse mieux entendre, de par déjà notre comportement, de par les solutions que nous proposons. Didier, quoi? Oui, ce que je peux dire, c'est que le cœur du monde ne va pas s'arrêter de battre après le 11 décembre. Et que toutes les résolutions qui seront prises, qui est accord contraignant, coercitif ou pas, il faudrait que ces résolutions-là soient implémentées au niveau local. C'est pour cela que je pense qu'il faut accélérer le processus de la décentralisation. Parce que lorsque vous regardez tous ces décrets-là, publiés par le Premier ministre, qui confèrent des compétences à nos mairies, sont restés inopérants. C'est des décrets de 2012 qui sont restés inopérants, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans les dispositions générales, on vous dit qu'il faudrait que le ministère en charge de l'environnement élabore le cahier de charges, élabore les TDR depuis 2012. Et en cela, vous comprenez très bien que les populations, parce qu'il faut le dire, les communes sont les institutions qui sont très proches des populations. Et c'est elles, même dans le cadre de l'éducation de masse, parce que c'est là encore un autre problème. Il faut démystifier ce processus de changement climatique. Parce que lorsque vous descendez dans la rue, vous parlez de changement climatique, on a l'impression que c'est le chimpanzé qui est en train de regarder la télé. Alors que la femme qui est à Manoka, parce qu'il faut aujourd'hui, je profite de l'occasion pour lui dire de faire attention, parce que l'île Cap Cameroun va disparaître d'un moment à l'autre. Les populations de Cap Cameroun se déplacent pour aller dans les autres îles. Et cela ne va pas sans poser d'autres problèmes au niveau des conflits intercommunautaires. Moi, je pense dès aujourd'hui qu'il faut accélérer le processus de la décentralisation, parce que c'est là, les mairies de demain seront les véritables laboratoires du développement durable. Alors, monsieur, merci d'être resté et venu pour alimenter ce débat. Question d'apporter notre contribution à nos chers téléspectateurs qui, bien sûr, suivent également ce qui se passe du côté de la France. On aura avec nos invités le président Fritz Piengwa qui on dit encore merci, le docteur Robert Biaké et Didier Himkwa, militaire écologiste, certes homme politique également. On espère apporter notre contribution à ce qui se fait pour que chacun, à la maison, chacun dans les foyers, en tire les leçons et sache désormais comment on pourrait protéger l'environnement, comment on pourrait sauver la planète. Merci à mardi prochain pour une autre édition de Cartuta, mais déjà rendez-vous jeudi, dès 22h avec Entretien, nous allons recevoir le président Jean-Jacques Kindi qui fait son retour politique. C'est le coordonnateur du mouvement progressiste. Bonsoir.